Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Je reçois pour ce 33e épisode de Trail Business Club un homme que j'ai rencontré il y a quelques années sur un stage de trail du côté de Chamonix, finisher de nombreuses courses comme le Grand Raid de la Réunion, la Saint-Élion ou encore l'Éco-Trail de Paris. Mais c'est avant tout avec un businessman, aujourd'hui patron du MDS, le Marathon des Sables, que l'on va échanger pendant 1 heure. Bonjour Cyril Gauthier. Salut Fred, écoute, ça me fait super plaisir d'être dans ton podcast, d'autant que tu fais partie de mon histoire dans le trail, parce que quand effectivement on s'est rencontrés sur un stage à l'époque de Vincent Dolmar pour préparer l'UTMB, où on faisait le parcours de l'UTMB en 4 étapes, effectivement, et pour moi, tu fais partie des personnes, et c'est pas de la flagornerie, qui sont pour moi la Bible du trail, parce que je connaissais absolument rien dans ce monde, et tu m'as permis aussi de découvrir énormément de choses, donc très intéressant d'échanger avec toi. Merci. On va évoquer ton parcours, ton lien avec le monde du trail, et il y en a des liens, ta vision de l'évolution de la discipline, le rachat du Marathon des Sables et aujourd'hui ce développement autour de cette marque MDS. Pour commencer très vite, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens pour en arriver là, aujourd'hui, à ce modèle de business et puis je crois avec, surtout une âme d'entrepreneur dès le plus jeune âge? Oui, alors effectivement, l'âme d'entrepreneur, c'est assez péremptoire de dire ça, mais très vite, ce qui m'a excité dans la vie, c'était construire et découvrir. Donc, je me suis intéressé très très jeune à ce qu'on appelle le marketing opérationnel. Alors, c'est pas si simple que ça le marketing opérationnel, hein. C'est tout ce qui permet à des très grandes marques de réaliser des ventes sur le terrain et de comment booster leurs ventes. Donc, ça m'a amené, tout simplement, alors si tu connais le terme PLV, publicité sur le lieu de vente, donc dans des hypermarchés, comment les grandes marques mettaient en avant leur marque ou leur sortie de produits. Alors, ça passe par des activités complètement différentes jusqu'à m'occuper de 60 à 70% de la caravane du Tour de France en ayant sur justement la période Tour de France plus de 200 personnes dans les équipes. Donc, j'ai construit un groupe autour de ce marketing opérationnel avec une partie logistique très marquée. La logistique, c'est quoi? Aujourd'hui, on est encore, puisque c'est encore mon métier de base, hein, c'est le métier qui me paye, puisque le Marathon des Sables, comme pas mal, je suis bénévole, même si je le dirige avec mon associé Olivier. C'est 100 000 mètres carrés. Pour te donner une idée, c'est à peu près 10 à 12 hypermarchés, Carrefour ou Leclerc, comme tu veux, où on va stocker des enseignes lumineuses, des meubles, des armoires. Ces armoires que tu trouves armoires frigo que tu vas trouver dans les boulangeries. Mon job, c'est par exemple de se dire, tiens, demain, il y a Roland-Garros qui se passe, on va envoyer 70 armoires frigo sur Roland-Garros, les installer, les récupérer, les nettoyer, les renvoyer. Et c'est aussi vrai sur des festivals comme les Vieilles Charrues, sur énormément d'événements. Donc, le groupe représente plusieurs sociétés autour de ce business qui s'est développé sur les 25 dernières années. Donc ça, c'est mon core business. Et puis, aux alentours des 40 ans, comme j'ai rien d'original, je me suis remis au sport parce que j'étais devenu gros, mou, et sûrement con, comme certains le pensent. Et je me suis mis à courir et j'ai fait un semi, un marathon. Je me suis vite rendu compte que la barre mythique des 3 heures, j'irais pas. Parce que, alors au-delà physiologiquement de mes limites, mais le côté fractionné, j'étais pas un assez bon élève pour aller là. Et puis j'ai découvert, on m'a parlé du trail. Et vraiment, pour moi, le trail, j'ai juste entendu, c'est plutôt cool,
Tu regardes pas ta montre non-stop parce qu'à l'époque, j'avais déjà la montre connectée, j'avais toutes les options du parvenu pour me dire, ouais, je suis à fond dans le sport. Je lisais les revues qui parlaient de ça, mais je parlais de la route. Et puis, je me suis rendu compte que je ferais jamais Kenya en première langue. Donc, je suis passé sur le mode trail et puis, ben, tu m'as découvert 1 ou 2 ans après mes premiers essais en découvrant finalement la course nature. Et là, par rapport au stress que moi j'avais dans le groupe que je dirigeais, avec tous les problèmes d'un groupe de plusieurs centaines de personnes, la nature m'a fait un bien fou. Un bien fou, et puis j'ai fait des rencontres de gens complètement différents de mon monde, parce que mon monde était un monde complexe d'industriels, de grandes marques, de gros distributeurs. Je te parlais des surfaces, des Leclerc, des Carrefour. Quand tu négocies avec ces gens-là pour faire du business, c'est tout sauf doux. Et la nature m'a apaisé, et puis j'ai rencontré des gens complètement différents, qui se foutaient du fameux EBITDA des entreprises, qui se foutaient de plein de choses, mais par contre qui s'intéressaient à la course en nature. Et voilà. Et donc je suis arrivé, et de la même façon, j'ai eu le côté, alors attends, maintenant il faut que je coche des cases. Donc ils parlent tous des mêmes choses, donc ils parlent de la Diagonale des Fous, de l'UTMB, il y a tous ces grands trails, il faut les faire. Donc je suis rentré dans un trip, et c'était encore mes vieilles habitudes. Si tu veux être légitime, tu coches les cases, d'accord? Et tu dois le faire. Et le but était d'être finisher parce que j'avais pas le temps de m'entraîner comme il fallait, parce que je travaillais quand même sur tous les continents, donc c'est pas super simple. Et puis j'ai commencé à cocher les cases. Et puis je suis arrivé, et là on va le relier à l'histoire Marathon des Sables. Et je suis arrivé après la Diagonale des Fous, après les grands trails de droite de gauche. Je suis arrivé sur le Marathon des Sables, genre ouais, ça va être intéressant. Le désert, c'est un nouveau concept, l'autonomie alimentaire. J'aime pas du tout la chaleur, mais j'étais jamais allé dans les déserts, donc je me suis dit ouais, c'est la bonne case. Et je me suis pointé sur le Marathon des Sables, et puis j'avais cette idée de, tu vas souffrir parce qu'un sac à dos, je suis pas habitué. La chaleur, moi, je suis originaire de l'Est de la France, je n'aime pas la chaleur. Et tu vois, j'ai quand même bien choisi mon futur, hein, puisque je passe mon temps au soleil. Et puis, j'ai découvert cette course. Et en fait, pour moi, c'est venant du marketing, c'était une hérésie marketing, c'est-à-dire que c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à une course avec de la chaleur et de la difficulté. Et en fait, je faisais des étapes de dingue dans des paysages de fou. Et surtout, le soir, je retournais dans une tente avec des gens que je connaissais pas au début, qui venaient pas du tout de mon milieu. C'est-à-dire que mon voisin était un mec qui était dans le top 15 de la course, qui avait un corps sculpté, où le mec faisait des trucs de dingue, et il pensait que faire 2,30 au marathon, c'était normal. Et donc, je me suis dit, waouh, on me l'a pas dit, mais c'est un endroit où on recrée de la mixité sociale. Les gens me motivaient, je faisais plus l'étape du lendemain pour faire plaisir à mes nouveaux potes. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. C'est pas individuel. On est là tous à partager. On est là tous dans notre douleur avec nos petites ampoules, nos machins. Et je me suis trouvé finalement à un moment dingue de ma vie, à 40 et quelques balais, où normalement tu crois tout savoir sur tout, où tu as des potes qui sont dans les mêmes castes que toi, tu as les mêmes habitudes, on achète les mêmes voitures, on va dans les mêmes pays en voyage, on fait tout pareil. Et là, tu te retrouves avec un mec qui est ouvrier, un mec qui est patron de boîte, un mec qui est traducteur ou journaliste, et tout le monde se met à partager autour du feu. Et là, je me suis dit, waouh, c'est juste énorme. Et ça m'a hanté du début à la fin. J'ai pris un plaisir de dingue, bien au-delà de la course à pied. Et à la fin, et ça a été le moment le plus marquant, je vais à la boutique des produits dérivés, et là, c'est une horreur. C'est-à-dire que tout est moche, tout est déconnecté. Grosso modo, le Marathon des Sables dit clairement, bon, d'aucuns veulent parfois un souvenir, on vous en fout, mais c'est vraiment pas notre problème. Et là, j'en ai discuté avec le dirigeant de l'époque, le couple dirigeant, et ils m'ont envoyé baigner. On a eu une relation très rugueuse d'entrée de jeu. Et mon étonnement était total quand, 1 mois après, alors comme ça avait été assez rugueux, hein, en me disant: «Bah oui, mais moi je suis désolé, mais je fais une course de dingue, j'ai envie de ramener des souvenirs, j'ai que des sweatshirts pas beaux, triple XL, je fais 65 kilos, enfin c'est vraiment pas respecter vos clients». Et là, les gens me disent: «Regardez, mais des clients? Mais de quoi tu parles? On n'est pas des clients, on fait une course dans le désert». Je dis: «J'ai quand même payé pour venir et c'est pas donné». Donc discussion rugueuse. 1 mois après, le couple fondateur répondant à mon courrier où je présentais mes excuses en disant j'ai été un peu vif, mais j'étais déçu, mais j'ai adoré cette course. Et ils sont passés me voir au bureau à Paris et on a commencé à discuter. Et on s'est rendu compte qu'on était sur des planètes différentes, mais qu'il y avait des tas de choses où on pouvait partager. Et ça a tout simplement commencé en disant, tu sais quoi, tu veux t'occuper des produits dérivés?
Moi, c'était juste amusant pour moi. Au sein de mon groupe, ça représentait juste une farce. Et je m'en suis, comme un gamin passionné, j'ai construit une gamme. Et en 2010, donc le coup en 2009 et en 2010, je fais une boutique, mais pour le pur plaisir d'être dans le désert et d'être au cœur de l'organisation. Et la boutique a un succès de dingue, où les gens disent waouh, c'est top cool, on a enfin des produits sympas, machin et tout. Et ça commence comme ça. Et pour te faire dans la logique de la progression, la boutique, alors la boutique, si tu veux, elle marche du feu de Dieu, mais vu ce qu'on a développé, je sais qu'il y aura aucune rentabilité et que c'est juste le plaisir d'être là. Je demande à des gens de mes équipes qui sont dans les business traditionnels de venir pour découvrir ce que c'est que le désert. Et en fait, ça devient une bande de jeunes, enfin de jeunes et de moins jeunes, qui font des conneries dans le désert et on découvre ces mecs qui sont des pisteurs, des machins. Et on est vraiment, pour nous, on bascule de l'autre côté, en fait, dans la partie orga et on voit un pays magique qu'est le Maroc. On voit plein de choses et à partir de là, eh ben, une relation se crée avec les fondateurs et puis on en arrive mécaniquement à se dire qu'on va travailler après ensemble parce qu'on a plein de choses à partager. On va y revenir sur tout ça. Juste avant, tu nous as dit, tu es patron d'un grand groupe. C'est Non, quoi pas le d'un nom grand de ce groupe, non, groupe? c'est Parce qu'il c'est a pas un grand changé groupe. il a changé de nom entre-temps, et aujourd'hui, tu me disais, tu as eu jusqu'à 20 sociétés au sein de ce groupe. Il y en a un petit peu moins. Juste pour qu'on ait quelques chiffres, puisque c'est aussi l'intitulé du podcast, c'est aujourd'hui la taille du groupe en chiffre d'affaires, en personnel et en Alors, on communique pas sur nos chiffres d'affaires, c'est plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, c'est 150 salariés en France, beaucoup moins à l'étranger parce qu'on a réduit le périmètre, on a recentré l'activité et c'est un groupe, il a changé de nom parce que je suis associé depuis 6 ans avec Olivier qui m'a apporté justement une capacité à beaucoup mieux développer les entreprises et beaucoup mieux les gérer pour libérer du temps pour m'occuper de ma vraie passion qui était la partie marathon des sables. alors tu passes des jouets aussi au Tour de France, Alors, à la des jouets, Vuelta. non, des voilà, des cadeaux, des cadeaux, si tu veux, qui sont faits aussi bien sur le Tour de France que des cadeaux consommation quand t'achètes, type, Love Kinder, hein. Tu du mini Babybel, tu un petit cadeau dedans. C'était des produits, attention, hein, qu'on designait, développait, faisait fabriquer dans différents pays du monde, avec tout un service, import. Et pourquoi le groupe s'est restructuré? C'est qu'il y a un moment, on a eu, et c'était il y a une dizaine d'années, on s'est dit: «Mais, on savait même pas qu'écologiquement, on était décalé sur toute une partie du groupe et on a décidé d'arrêter toute une partie du groupe pour s'orienter différemment. C'est-à-dire ne pas chuter en chiffre d'affaires, mais faire différent. Donc, on est passé de 98% de produits, par exemple, sur une division fabriquée en Chine, à aujourd'hui, ça doit représenter 1,5%. Donc, c'est vraiment un recentrage, ben, ma foi, le monde bouge. Le Tour de France, de la même façon, distribuer des produits sur les routes, ça représentait des millions de produits. Bah, moi, j'ai décidé effectivement qu'il y a un moment, au-delà du fait que c'était un mois de juillet de folie à vivre, on l'a fait pendant 7 ans et à un moment, tu te dis: «Ben, voilà, j'ai l'opportunité d'en sortir, je vais passer à autre chose». Effectivement, mais j'ai adoré découvrir la rigueur d'organisation d'ASO. J'ai adoré voir comment ça se passait sur la Vuelta. Donc oui et je suis rentré dans un monde où en plus, à chaque fois, la même chose revenait. Il y a du sport, il y a des choses que j'accepte pas et que j'aime pas, mais il y a un vrai bonheur parce qu'il y a de la nature, du sport, de l'exception et ça m'a énormément nourri puis j'ai beaucoup appris. Alors cette envie de nature, cette envie de trail te pousse aussi à investir ou créer, je ne sais pas exactement, je me souviens plus, hein, pour être clair, mais dans une marque qui s'appelle WAA, W-A-A, qui était vraiment très impliquée aussi au cœur du Marathon des Sables, qui faisait des produits plutôt dédiés à ce genre d'expérience, à ce genre d'aventure. On en est où aujourd'hui avec cette marque en termes de Alors produits et de développement? alors cette parc, c'est What an Adventure, le WA, hein, donc effectivement, je me suis rendu compte, souviens-toi, tu le sais beaucoup mieux que moi, à la grande époque, Marco Olmo, quand il gagne, il a un leggings, incomparable avec du rose. Enfin, c'est les trailers ont vraiment des équipements qui, moi, venu d'un autre monde, me choquent au plus haut point et je me dis: «Mais pourquoi il y a pas, des gammes assorties, et des choses un peu plus belles?» Et c'est apparemment, c'est interdit d'être beau dans ce sport, ça doit être mal vu ou faire courir moins vite et donc, d'où l'idée de développer une marque et qui, en plus, spécifiquement, dans le désert, comme c'est une micro-niche dont on sait que ça sera jamais rentable, personne s'en occupe. Mais moi, je me dis que, ben, déjà,
il y a une demande de la cofondatrice, Marie Boer, qui rêve d'avoir un sac à dos fait pour le désert, mais étudié pour le marathon des sables dans le désert. Donc, je m'attelle à ce projet, ça me prend 1 an et demi, et quand on développe ce sac, bah, il y a des élites comme Laurence Klein à l'époque, qui 15 jours avant la course acceptent de le porter en l'ayant pas testé. Elle gagne le marathon des sables avec le sac. Des coureurs de peloton, on le teste aussi, et on vit un vrai succès avec ce sac, qui est toujours, avec des différences, des adaptations, mais qui est toujours un des best-of de la marque. Et derrière, quand on est diffusé dans le réseau retail, on nous dit, oui, mais un sac, c'est pas bien, il nous faut une gamme. Donc, on commence à développer des produits. Mais le but, dans ce milieu où il y a pléthore de marques, c'est se dire, nous, on va se concentrer sur la partie chaud, désert, ultra léger. Et donc, on développe pas mal de produits. Tu t'en souviens, on recrute même une équipe professionnelle à la grande époque pour la faire connaître sur les 5 continents. Mais là, ça, c'est les vieux démons qui disent, bon, bah, à partir du moment où on développe, on va pas développer sur un seul marché, on développe sur plusieurs marchés, puisque moi, je me sens international et pas uniquement français. Et donc, on a développé la marque, et puis on s'est rendu compte qu'il y a un moment, dans la même logique de fabriquer pour fabriquer, on allait se dire, OK, restons sur la partie désert. Donc, la marque aujourd'hui, elle a à disposition des produits ultra étudiés, d'accord, pour le désert et pour le marathon des sables. Ça se vend fantastiquement sur les gens qui viennent faire nos courses et qui en font d'autres, hein, qui font aussi des courses ultra. Et aujourd'hui, on n'a pas appuyé fort sur le développement parce on cherche pour chaque produit comment les fabriquer en France, en Italie, beaucoup plus qu'en Chine ou qu'aux Philippines. Donc c'est vraiment un casse-tête parce c'est très facile de faire fabriquer en France ou en Italie, hein, c'est juste une question de budget. Et donc, si tu dis, ben tiens, voilà, on a développé un produit en mérinos, il te revient à 20 € en Chine, il te revient à 45 en France. Et si je le vends en France, il faut que mes clients acceptent de payer 2 ou 3 fois le prix. Donc, quand on n'est pas positionné ou qu'on n'a pas de savoir-faire, on laisse tomber. Et après, c'est des rencontres qui font qu'on peut avancer sur tel ou tel produit. Donc, le but de One, c'est de rendre beau les coureurs du désert et c'est d'avoir quelques produits qui sont des produits phares et on va y aller tranquillement puisque comme la priorité a été donnée au développement des courses et au développement du marathon des sables, on peut pas être partout. Et moi, mon expérience, quand tu manages une vingtaine de sociétés, ben, tu sais plus exactement dans laquelle tu travailles et ça m'a fatigué. J'ai donné 25 ans de ma vie à faire du multi-activité. Aujourd'hui, je veux faire dans le simple et dans le plaisir parce que c'est ça le but en fait dans une carrière professionnelle quand tu es dans la deuxième partie de ta carrière. Moi, je considère que à plus de 50 ans, tu es à la moitié de ta carrière, hein, parce que je pense on doit pouvoir travailler jusqu'à 80, 90 ans, si à la condition unique de travailler dans le plaisir et de faire des choses qui nous branchent, c'est-à-dire rencontrer des personnes et créer des choses qui ont du sens. Alors en termes de création, tu participes aussi à la mise en place de l'Ultra Trail World Tour en 2015, il me semble, c'est même une société, dans lequel tu es Ouais. actionnaire. Mmh. Cet Ultra Trail World Tour, c'est les prémices, on le connaît, de l'UTMB World Series après. Il s'arrête en 2020 au moment du covid, comme le rappelle d'ailleurs Michel Politic qui était dans le podcast, 32 juste avant, l'UTMB. Qu'est-ce qui a manqué à cet Ultra Trail World Tour pour qu'il décolle? Puisque Michel disait à un moment qu'en fait, finalement, c'était, une société, un circuit qui perdait de l'argent. Oui, mon argent, parce que ouais, mon argent. Mais avant ça, tu l'as peut-être oublié, mais j'avais aussi racheté un titre et j'avais Oui, développé ultra Ultramag, fond ultra Ultra Fondu, qui est devenu Ultramag avec une équipe de rédaction. À l'époque, j'avais plein d'envie. Je m'étais pas rendu compte déjà que le métier, enfin le milieu et le marché de l'ultra trail était un peu codifié avec des gens qui pensaient tout savoir sur tout, hein. Alors, et qui donnent des leçons. Et très vite, je me suis fait plein d'ennemis sans même le vouloir parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas autant à l'écoute que ce dont ils parlaient. Et par contre, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et tu parles de Michel Poletti. Et moi, on m'avait présenté au début les Poletti comme des diables parce qu'ils avaient un truc, le truc du Mont Blanc, ça se développait beaucoup et tout. Et puis en fait, bah, j'ai appris énormément parce que Michel m'a parlé de la nature pas comme les autres. Il avait une vraie logique. Intellectuellement, il m'a énormément apporté. Et puis avec Catherine, on s'est dit, ben oui, il manque quand même dans ce milieu un circuit international. Donc on a fait le tour du monde pour convaincre
les courses, que ce soit l'Ultra Trail du Mont Fuji, la Western States, le Lavaredo et ainsi de suite. Et puis on a réuni autour de la table tous ces gens et on a essayé d'avoir un projet global. Alors ce qu'il a manqué, il a manqué, ça a manqué de temps. Il fallait y consacrer beaucoup de temps quand tu travailles sur 5 continents. Moi, j'y ai investi énormément d'argent parce que je trouvais ça top passionnant, mais moi, mon directeur financier, tous les ans, me disait, ça a l'air de pas te choquer qu'on perde encore 100, 200 ou 300 000 euros parce que, ma foi, entre les événements qu'il fallait aider, les athlètes qu'on devait soutenir, chaque course payait, mais ça, on n'arrivait jamais à boucler le budget et on avait de grandes envies. Et donc, ce qu'il a manqué, c'est de tenir encore quelques années. Et puis, si tu veux, le monde du trail a ça d'extraordinaire. Il a énormément parfois d'exigences et peu se sentent prêts à investir et encore moins investir de l'argent. Du temps peut-être, de l'argent beaucoup moins. Donc, il y a beaucoup de gens qui manquent de réflexes, entre guillemets, industriels en se disant, oui, si on veut construire quelque chose, il va falloir tous investir. Il y avait un petit côté, quand tu réunissais tous les pays du monde, chacun commençait la phrase par le nom de sa course en disant, nous, on a compris, alors nous, on est les plus anciens, nous, on est les plus ci, nous, on est les plus ça. Et à un moment, ça devenait très complexe à gérer. Et quand l'opportunité était de se dire, OK, ça peut servir de base à l'UTMB pour avoir un modèle économique différent, effectivement, à ce moment-là, je l'ai vendu à UTMB Ironman parce que j'en avais ras-le-bol d'y passer des heures et beaucoup d'argent. Mais par contre, ça m'a permis une chose fantastique et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça m'a permis de connaître énormément d'événements de l'intérieur, de voir les différences entre les Américains, des Japonais, des Néo-Zélandais, de voir comment ils abordaient le trail, de voir comment ils abordaient la course, de voir comment les élites fonctionnaient. Et ça m'a permis de beaucoup apprendre. Et donc, je m'en sers tous les jours parce que au sein du Marathon des Sables, il y a plein de choses qui ont évolué parce que telle idée, je l'ai prise là, telle idée, je l'ai transformée pour la mettre dans le Marathon des Sables. Et puis après, je me suis dit aussi, ouais, on a quand même la conscience écologique. Moi, je dis toujours que il y a une quinzaine d'années, je me posais jamais la question en montant dans un avion en me disant j'ai une trace carbone. Jamais. J'avais vraiment pas l'impression de mal faire. Mais quand ces notions sont arrivées et les discussions avec Michel m'ont quand même particulièrement étonné parfois, ou quand il regardait mon SUV en me disant mais tu te rends compte que tu as une voiture de plus de 2 tonnes, tu te rends compte que tu consommes comme ci, que tu consommes comme ça. Lui, il en était à penser aux traces dans les sentiers laissés par les chaussures de trail. Et je me disais mais ce mec est fou. De quoi il parle? L'histoire l'a rattrapé et montre qu'il a... Et donc, du coup, c'est très inspirant pour moi parce que je sais maintenant écouter et me dire, oui, il y a des gens qui ont 10 ans d'avance dans la façon qu'ils ont de voir les choses. Rien n'est parfait, mais l'Ultra Trail World Tour m'a fait perdre beaucoup d'argent. Heureusement, j'ai un groupe qui est performant et qui me permettait d'avoir ce genre d'investissement. Mais si j'en fais quelque chose, si je sais le transformer à bon escient. Donc voilà un peu l'histoire du World Tour et qui a été magnifique en échange parce que échanger avec Michel, Catherine, il y avait aussi à l'époque Jean-Charles Perrin qui s'occupait de l'éco-trail. Donc des gens venant d'univers complètement différents. Lui, c'était un ex-Danone. Donc on était à la fois potes et il fallait s'entendre comme associés et on perdait de l'argent. Et il n'y a rien de mieux quand une entreprise perd de l'argent, c'est que ça te confronte vraiment aux vrais problèmes. Et c'était vraiment des réunions, et c'était tous les 15 jours, tous les 15 jours, toutes les semaines. Donc c'était vraiment intéressant. Alors, on vient de vivre une 22e édition de l'UTMB. On s'est d'ailleurs croisés sur le salon et dans les rues de Chamonix. Aujourd'hui, tu parlais, le monde du business a sans doute rattrapé le monde du trail et qu'il y a quelques années, le mot business dans le trail était presque une injure, un gros mot. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'opinion que ce monde du trail, ce modèle a complètement changé et que son évolution exponentielle est inéluctable pour le monde du business? Alors, je pense que c'est super complexe et que je sais pas s'il y en a qui ont la vision parfaite de ce qui va se passer. Moi, effectivement, j'ai vu son évolution. J'ai entendu systématiquement des gens qui tiraient à boulet rouge sur tout ce qui bougeait. Moi, je te prends un exemple. J'ai créé le World Tour parce que je trouvais passionnant de réunir des personnes pour essayer de partager et adopter les meilleurs comportements. Immédiatement, tu as des gens levés de boucliers, immédiatement attaqués. Oui, c'est l'univers de l'argent. L'argent est quelque chose
dont il y a plein de pays, d'ailleurs on en parle de façon décontractée. On est dans un pays où quand on parle d'argent, tout de suite c'est sale, d'accord? Et moi aujourd'hui, l'ultra trail peut exister, l'argent peut être là, et ça peut faire du bien aussi. Moi j'ai découvert une chose fantastique, une règle qui est de dire, si on veut sauver notre planète, il faut déjà l'apprendre à l'aimer. Moi j'ai appris à aimer la nature parce que je me suis mis à courir dedans. Avant, la nature, c'était un élément parmi d'autres. Je la regardais, je prenais des photos, j'allais aux Maldives, aux Seychelles, machin, je prenais des photos terminées. Pour moi, c'était ça, la nature. Et puis, c'est devenu un terrain de jeu. Et quand on abîme ton terrain de jeu, tu deviens vraiment un avocat de la cause et tu as envie de le défendre. Et d'envie de défendre le bosquet d'arbres qui est près de chez toi. Moi, du coup, j'étais parisien. Enfin, je suis né dans l'Est, mais j'étais à Paris depuis 30 ans. J'ai déménagé dans le sud de la France, dans un village dans l'arrière-pays, parce que j'ai maintenant besoin de la nature pour vivre. Et moi, je pars d'un concept tout simple. C'est si le trail, et pas que l'ultra, le trail et l'ultra trail font découvrir la nature, même si les gens au début ont des mauvais comportements et des comportements d'abrutis, à terme, la nature va leur apporter quelque chose de tellement important qu'ils seront là, ils seront les premiers à la défendre. Donc, on ne crée pas que du coureur qui regarde son chrono, qui abîme les sentiers. On crée des ambassadeurs qui vont se dire « ma nature doit devenir intouchable ». Et ces gens-là, moi je m'en rends compte tous les jours avec les marathoniens des sables, tous les jours, ils apportent leur pierre à l'édifice parce que quand tu leur dis « ok les gars, pour venir au Maroc, c'est 4 heures d'avion. Aller-retour, c'est 1 tonne de carbone. Cette tonne de carbone, c'est pas cool du tout. Les aéroports sont blindés, les avions sont remplis, mais arrêtez de manger de la viande rouge. Alors, devenez flexitarien, mangez-en 1 fois par mois, et vous sauverez sur une année 1 tonne de carbone. Donc, vous neutraliserez. Alors, le mieux, ça serait que le désert soit pas au Maroc et qu'il soit aux portes de chez nous. Pas de bol. Le désert, il est à 4 heures d'avion. Et quand tu vas en Jordanie, quand tu vas en Turquie sur nos différentes destinations, c'est à peu près la même chose. Mais la chose qui est super importante, c'est la personne, une fois qu'elle est consciente de ça, ben, elle va pas manger sa viande rouge ou 1 fois par mois. Derrière, elle va convaincre sa femme, ses enfants. Donc, la famille va sauver 4 tonnes et papa ou maman vont consommer 1 tonne pour aller dans le désert. Alors, je préférais pas la consommer, mais néanmoins, après, c'est des ardents défenseurs. Et après, ils se mettent à prendre un vélo quand ils sont en ville. Ils utilisent moins la voiture. Ils vont penser différemment et mettre des LED chez eux. Et à la fin, leur famille va économiser 10 tonnes quand ils en ont consommé 1 ou 2. Et ben là, je me dis, le trail, l'ultra trail a apporté quelque chose de complètement nouveau que je n'ai jamais ressenti en faisant du semi-marathon ou du marathon. Donc, derrière ça, on voit que les gens ont besoin, et encore plus depuis le Covid, ont besoin de nature, ont besoin de grands espaces. Donc oui, le business va en se développant et ce n'est plus que des happy few qui vont le faire. Et là, là, on est dans un système économique et donc là, les marques s'intéressent. Moi, je te rappelle que quand j'ai monté une équipe professionnelle, les mecs, ils couchaient dans leur bagnole, ils avaient rien, les marques leur filaient quelques produits et c'était dérisoire. Moi, quand je leur ai dit, les gars, je vous donne à tous un SMIC, je vous donne carte blanche pour vos billets d'avion, je vous équipe et tout, je pense qu'à l'époque, il devait y avoir peut-être 5 mecs, Kylian, machin et tout, et après, t'avais l'équipe point, et je trouvais incroyable de demander à des mecs de traverser, d'aller en Suisse, en Italie, de coucher dans leur bagnole, et après de faire un trail de 100 miles. Et tout le monde s'en foutait royalement. Aujourd'hui, ces mêmes mecs, tu mets 1 ou 2 zéros derrière, et l'argent est arrivé. L'argent est arrivé. Et donc, si tu veux, on est dans un milieu incroyable où maintenant, on demande à des athlètes élites d'être en plus influenceurs parce qu'il faut communiquer, parce que les marques en ont besoin. Et oui, les marques arrivent avec leur puissance de feu. Maintenant, les organisateurs ont la capacité aussi de bloquer les marques, de les laisser dans un précaré. Parce que la force du système, c'est qu'aujourd'hui, tu peux édicter des règles, les marques n'ont pas pris le pouvoir parce que les organisateurs peuvent dire, bah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc je pense que la régulation va se passer, elle est parfois un peu douloureuse. L'UTMB en est un exemple criant, ils ont ouvert des voies, ils ont fait des choses qu'aucun autre événement sur la planète n'a fait. D'accord? Donc moi je dis bravo. Après, qu'il y ait des débordements, bah, évidemment qu'il y en a. Quand tu ajoutes du monde à Chamonix, quand les gens viennent, que le coureur est accompagné de 6-10 personnes, ou que c'est 15 potes qui viennent te soutenir pour que tu fasses ton ultra trail, ben oui, ça crée des dérèglements, mais tout ça, pour moi, va se régler. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont dans maintenant ce business, qui ont quand même une vraie conscience
de ce que c'est que la nature et de la préserver. Les gens ont découvert l'argent avec les marques. Moi, je crains pas. Je crains pas l'avenir. Je sais il faudra le réguler. Moi, je suis le premier. Dans nos événements, aujourd'hui, on n'a pas laissé la porte ouverte aux marques. Alors, certains disent que c'est parce que j'ai très mauvais caractère. Mais oui, on leur impose des choses et souvent, ils disent, bah non, on a plus simple. Il y a des gens qui vont nous coûter beaucoup moins cher que vous. Eh ben, ma foi, vous participerez pas aux missions qu'on s'est fixées. Et c'est pas plus mal. Et nous, aujourd'hui, on est un univers où la marque n'a aucun pouvoir. Aucun. On ne dépend pas d'eux et on le cultive depuis de très nombreuses années. Il y a quelques marques locales au Maroc, spécifiquement, mais quand tu regardes un arche de départ Marathon des Sables, il n'y a pas une marque dessus. Donc, c'est un avantage colossal. On peut se le permettre parce que notre business model est basé sur le dossard, sur le prix du dossard, ce qui n'est pas le cas dans plein de courses. Hein. Elles ont des dossards et si elles n'ont pas de partenaire et pas de marque, elles peuvent pas vivre. Maintenant, il faut aussi être clair. Les gens disent tous que les dossards sont trop chers, que ça soit n'importe où. Hein. Marathon des Sables, on a toujours été hors norme, puisque là, on parle d'une aventure, ça dure une semaine, il y a de l'hôtel, il y a du bivouac, et ainsi de suite. Mais moi, je suis toujours étonné de voir des gens qui veulent payer des dossards très peu chers, mais qui veulent un suivi médical et une assistance médicale partout, des ravitaux blindés et nickel, des bénévoles dans tous les sens, mais faire venir un bénévole sur un événement, ça a un coût. Donc, en fait, on demande aux organisateurs d'avoir des événements sublimissimes, comme l'UTMB, mais l'UTMB, quand tu dis il faut 350 palettes de matériel pour équiper les itinéraires, pour faire un rapport, parce que mon métier c'est d'être logisticien, 350 palettes, c'est plus de 10 000 remorques de matériel. Mais si tu enlèves ce matériel, c'est là-haut-là, dire ouais, mais tu te rends compte, il y a même pas ci, il y a même pas ça. Et puis, tu es sur des événements où tu coupes des routes, il faut de la mise en sécurité. Moi, j'ai été pendant 7 ans sur le Tour de France. Quand tu commences à avoir des mouvements de masse, tu es obligé de protéger, tu es obligé d'anticiper, tu es obligé d'avoir à disposition des hélicoptères pour le secours en montagne. Enfin, tout ça fait que les événements, entre l'UTMB qu'a connu Michel Poletti quand il l'a lancé, où c'est une bande de potes qui s'élance dans la montagne, et ils sont tous ultra avertis que s'ils se font une cheville, je dirais, au Grand Col Ferret, c'est les potes qui vont le porter, et s'ils sont dans souffrance 10 heures pour redescendre, c'est leur problème. Il y a une notion de on est des aventuriers. Aujourd'hui, la plus grosse critique que je fais à énormément de coureurs d'ultra, c'est on veut que tout soit géré par l'organisation. J'ai mal, je prends un truc dans l'œil, il faut qu'on vienne me chercher et c'est tout de suite. Parce que j'ai payé, moi, monsieur. Je dis, non, la nature, c'est aussi un endroit où il y a une mise en danger. Attention, il faut qu'elle soit limitée, mais il faut arrêter de penser qu'entre deux checkpoints, il faut avoir X personnes. Et aujourd'hui, ça va se réguler tranquillement. On va retrouver, on va réexpliquer ce que c'est que la nature, ne pas l'abîmer, ce que c'est que l'aventure. Moi, souvent, je dis aux gens, attention, vous signez pas pour une semaine dans un club. Le désert, aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, parfois, il se met à pleuvoir maintenant. Avant, il se pleuvait jamais. Il pleuvait une fois tous les 25 ans. 24e édition du Marathon des Sables. Là, moi, je cumule les éditions où il se met à faire froid, il se met à faire super chaud, on passe de 53 degrés à 6 degrés. Donc, c'est ça aussi l'aventure. C'est que ça fait partie du truc. C'est arrêter de penser que vous allez aller, que ça soit l'UTMB, tu as vu cette année, il y a eu de la neige sur les sommets, ça fait partie, et il a fait aussi 30 degrés au col du Bonhomme certaines années. Donc, pour moi, la régulation entre les marques, la nature, l'aventure, ça va trouver son chemin parce que ça va être porté par des hommes et des femmes qui vont réexpliquer l'histoire aux nouveaux venus. Et puis, moi, j'en suis l'exemple type. Hein, je suis arrivé avec plein d'idées très connes, et puis on m'a appris. Tu vois, alors on m'a appris, mais c'est ce que je te disais au début. Des gens comme toi qui t'expliquent que c'est peut-être pas complètement ça, l'ultra trail, et puis tu en découvres d'autres qui t'expliquent. Et je pense que ça va se réguler, ça va pas être toujours très simple, mais ce que moi je n'aimerais pas, c'est être juste dans la critique. Il y a la critique constructive. Je vais donner un exemple. J'étais à une conférence en décembre dernier de France Outdoor, et j'ai écouté un intervenant qui avait un marathon et qui disait, voilà, moi je me suis fait conspuer parce que j'ai arrêté les t-shirts finishers. C'est quand même un truc de dingue. Tout le monde sait que l'industrie textile est la plus polluante de la planète, plus que plein d'autres choses. Et on continue tous à faire des t-shirts finishers parce que c'est sympa. Bon.
Bah, moi, j'ai décidé, là, à partir du mois de septembre, d'arrêter tous les t-shirts finisher et de les remplacer par des bracelets finisher de qualité que les gens vont pouvoir porter. Parce que oui, je considère que c'est important quand tu t'es entraîné 6 mois, 1 an ou 2 ans pour un événement, avoir un marqueur que tu décides de porter, machin, je trouve ça cool. Mais fabriquer un bracelet, ça n'a rien à voir dans la trace carbone par rapport à un t-shirt. Ben, j'ai des tas de personnes, et même à l'intérieur de nos équipes, qui disent ah ouais, non, mais non, pas le t-shirt finisher. De la même façon, dans nos équipes, on les équipe, et tu vois, là, bon, là, c'est un podcast, mais on se voit quand même en vidéo. J'ai un t-shirt marqué. Et ben, nos équipes, quand elles reviennent sur un événement, reprennent leurs anciens t-shirts et n'ont pas des t-shirts neufs. Il y en a plein qui ont dit, ouais, c'est pas bien nous traiter et tout. Ben oui, mais vous avez besoin d'être équipé avec des produits. Mais chaque année, on va pas vous donner une dotation avec des t-shirts. T'es déjà venu, prends tes t-shirts d'avant. Et ben, ça choque. Ça choque. Mais c'est ça aussi la nouvelle façon de fonctionner. C'est comme ça que nos événements vont pouvoir évoluer sainement et qui vont être aussi des exemples d'intégration avec la nature. Je fais des phrases trop longues, Fred, hein, parce que là, tu commences à t'ennuyer. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est passionnant, mais justement, alors on a beaucoup parlé de ce monde du business qui t'entoure, de ce marathon des sables. On va rentrer au cœur de cet événement Vas-y. qui t'anime depuis 2022 et même avant, mais 2022, c'est une date importante puisque tu rachètes ce marathon des sables à Patrick Bauer, le créateur historique, charismatique d'un événement qu'il a créé en 1986 où il y avait la première année 23 participants. Ça rappelle un petit peu les débuts de l'UTMB aussi. L'UTMB, exact. Aujourd'hui, le marathon des sables est devenu un acronyme très connu, hein, MDS. Je suis pas certain que tu me répondes, mais combien ça coûte de racheter un marathon des sables? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est les mêmes compétences de patron de boîte qui servent pour être directeur d'événements sportifs? Alors, avant de te répondre plus précisément, je suis rentré dans l'actionnariat du Marathon des Sables en 2014, d'accord? Et en 2014, les plans étaient jetés en disant, très, très important, c'est un couple fondateur, d'accord? Et c'est un de mes grands combats, c'est que Patrick a toujours été l'image publique, mais derrière, il y a Marie Bauer. On dit que toujours derrière un homme, il y a une grande femme. Donc c'est un couple qui sont actionnaires tous les deux avec quelques autres actionnaires. Et en 2014, la discussion est de dire que je dois pouvoir apporter un développement nouveau parce qu'il y a plein de choses qui me passionnent et dont les fondateurs disent ben si tu t'en occupes, ça nous va tout bien parce que nous, ça nous intéresse pas tellement. Donc en 2014, je rentre avec en rachetant 35% du Marathon des Sables et avec un deal qui est de dire je vais le développer, je vais le transformer et au moment de départ en retraite, quand vous déciderez de partir, je vous reprendrai la totalité. Le départ en retraite s'est fait, alors 2022, Fred, c'était les débuts des discussions, c'est 2023. 2023 est la dernière édition, gérée par Patrick Bauer, mais la propriété du Marathon des Sables totale s'est faite juste avant le Marathon des Sables de 2023. D'accord? Donc, en fait, on a aujourd'hui fait 2 éditions en autonomie totale. Et donc, le plan était écrit sur comment ça allait se passer. La seule chose qui n'était pas écrite, c'est que j'étais assez turbulent dans les changements à vouloir faire sur le Marathon des Sables et qu'à un moment, les fondateurs m'ont dit non, attends, tu veux bouger trop de choses. Tu veux transformer trop de choses. Ton côté, on va enlever des véhicules, on va transformer les technologies, ça va trop vite. Donc, nous, on va digérer tout ce que tu as fait déjà sur les années, parce que je l'ai dirigé avec eux de 2014 à 2017. On va digérer ça. Tu vas aller t'exciter ailleurs en développant le modèle HMDS, d'accord? Parce que une de mes grandes réflexions, c'était de dire ce que le semi-marathon est ton marathon. De la même façon, on est trop exigeant avec nos 250 km en autonomie avec nos 6 étapes. Pourquoi ne pas ouvrir les spots incroyables de désert qu'on connaît avec des distances inférieures et avec un bivouac fixe qui permet de faire des étapes sublimissimes, mais qui, en termes de consommation carbone, n'a rien de comparable puisque tu n'as plus besoin de tous ces véhicules et cette caravane qui bouge non-stop sur le Legendary. Donc, notre deal s'est tenu sympathiquement puisque les HMDS ont commencé à très bien fonctionner parce qu'on s'adressait à un public différent qui s'est dit waouh, découvrir le désert dans des conditions un peu moins difficiles, très intéressant. Et puis après, au départ en retraite des fondateurs, la reprise, on a tout remixé. Les HMDS se sont appelés MDS 120, d'accord. Et on a fait ça sous la marque Marathon des Sables, donc dit MDS parce que pour les étrangers,
prononcer marathon des sables, c'est quand même assez compliqué. Et puis, ça a été de se dire, ce qu'on a appris sur les différents modèles, on va essayer de le développer intelligemment. On s'est rendu compte qu'énormément de gens rêvaient de voir le désert, mais supportaient assez mal le côté bivouac, hard, de se retrouver avec sa bouffe lyophilisée. D'où le dire, OK, on va tester une formule trek, mais trek avec un dossard chronométré. Ça veut dire un trek très rapide pour certains, très impliquant, mais en enlevant le poids du sac à dos, en nourrissant les personnes avec le catering. Et donc, toutes ces évolutions ont fait qu'on a essayé de se dire, OK, le produit Marathon des Sables, quel est son ADN? Son ADN, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens te disent, Marathon des Sables, son ADN, c'est le sable. Non, en fait, la chose la plus importante, c'est tous les coureurs qui l'ont couru, ils vont pas te dire le sable ou le désert, ils vont déjà te dire sûrement le bivouac, le partage, les rencontres. Parce que quand tu fais un ultra, si tu fais un ultra traditionnel à 100 miles, tu rencontres pas grand monde, tu te rencontres toi-même. Ah ça, tu te rends compte même très longtemps parfois, mais tu fais une diagonale, tu vas découvrir l'île de la Réunion, mais tu vas passer 30, 40 heures ou 50 heures à discuter avec toi-même, à te demander pourquoi t'es venu là, pour se taper autant de marches et de machins et tout ce que tu veux, mais c'est vraiment un combat par rapport à toi-même et sûrement pas par rapport à celui qui est devant ou celui qui est derrière. Le marathon des sables, c'est complètement différent parce que tu te rends compte qu'à un moment, on t'impose tellement de contraintes en t'enlevant, t'as pas de chambre, tu couches sur le sol, tu vis vraiment dans la nature, t'as une pauvre tante berbère au-dessus de toi et pour supporter tout ça, ta seule solution, c'est d'avoir l'aide des autres. Et donc, tu te retrouves dans nos sociétés ultra clivantes où on t'apprend à te démerder tout seul. Là, tu dois te débrouiller. Seul, c'est pas possible. Tu dois partager avec les autres. Et la première chose de l'ADN du Marathon des Sables, c'est le partage, l'écoute des autres et cette aventure humaine que tu vas vivre. Après ça, c'est des spots incroyables de découverte avec des émotions de dingue parce que le désert, c'est pas comme ailleurs. C'est des endroits qui t'impactent parce que tu te rends compte d'une toute petite chose, c'est que t'es rien dans le désert. Et c'est facile de le voir que t'es rien parce que t'existes pas visuellement. Dans une montagne, quand t'es au pied d'un arbre, un arbre en taille, t'arrives à te comparer. Mais dans le désert, t'es un grain de sable au milieu de tout puisque même quand on te cherche, on a du mal à te trouver, et heureusement, on a des balises reliées par satellite. Donc, ça te remet à un moment dans une situation de dingue où tu te dis, mais je suis quoi, moi, au finish? Je suis arrivé, plein de monde important, je suis avocat, je suis patron de machin, mais dans le désert, t'es rien. T'es juste là avec une chaleur de gueux, et si t'as pas l'aide des autres, tu vas vite te retrouver avec un énorme problème. Et quand tu sens que tu dépends des autres, c'est ce que les gens connaissent à l'armée quand ils sentent que c'est ensemble que tu peux réussir. C'est ce que les alpinistes connaissent. Et en fait, ça, tu le fais découvrir aux gens et ça change beaucoup de choses. Et tu deviens beaucoup, beaucoup, beaucoup moins con. Et donc, pourquoi réserver ça à des gens qui sont capables de faire 250 bornes? On s'est dit qu'en en faisant 120 et en leur donnant le choix sur le MDS 120 de même faire 70, pourquoi? Parce que sur la grande étape, ils peuvent adapter en fonction de leur forme. On n'est pas obligé de faire mal à quelqu'un pour lui faire comprendre quelque chose. On peut aussi lui faire du bien. On peut aussi baser ça sur les émotions positives. Et moi, je suis devenu quelqu'un d'ultra positif parce que je me suis rendu compte de ce que les courses et ce que la nature avait fait sur moi, m'avait ouvert l'esprit, m'avait fait devenir, alors je dirais pas, je suis toujours con, mais beaucoup moins qu'avant, d'accord? J'y travaille tous les jours et le marathon des sables avec ses différents formats permet d'aller du trekker jusqu'à l'élite et que tout ce monde puisse partager. Aujourd'hui, sur un marathon des sables, le top 10, il est avec toi dans le bivouac et tu discutes avec. C'est pas les élites sont cachées et sont entre eux, c'est un partage permanent et donc tu te nourris de tout ça. Et l'idée de développement, c'était se dire comment est-ce qu'on peut avoir une course où on généralise ce partage, qui devienne aussi une course qui a des valeurs écologiques indiscutables, d'où sur le Legendary, on avait 6 bivouacs, on s'est recentré sur 3 bivouacs au lieu de 6 parce que ça a permis quand même de diviser nos véhicules par 2. Je sais pas si tu te rends compte, en 2023, on a 144 4x4, on en a 62 en 2024. Et en aucun cas, la sécurité n'est pondérée par ça parce que en parallèle, on investit dans des buggy d'intervention rapide que le marathon
n'a jamais eu en grande quantité, avec des véhicules qui te permettent, dans le désert, d'être plus rapide qu'une intervention hélico. Donc, en fait, on se rend compte aussi que le buffet pour l'organisation, on passe de 700 personnes à 500 personnes quand on divise le nombre de bivouacs. On se rend compte qu'on peut nourrir l'organisation. Alors, soit au début, elle gueule un peu parce qu'on enlève la viande on met de la viande une fois tous les 3 jours et c'est du poulet, pas de la viande rouge. Donc, il y en a qui disent, ouais, mais avant, on bouffait beaucoup mieux. Bah oui, mais là, 100% est local. On n'amène rien de France. On n'amène pas un seul conditionnement plastique. Donc, quand tu vas avoir le bonheur d'avoir un petit dessert quand tu es dans l'organisation, hein, puisque les concurrents, eux, ils sont lyophilisés, hein, ça n'a pas changé. Avant, on avait des yaourts. Ben maintenant, on a des parts de flan, hein, qu'on va mettre dans un petit récipient qu'on va récupérer après. Il n'y a plus rien de jeté. 100% le circuit court, c'est les villages d'à côté. Donc tout ça, ça paraît du détail, hein, ce que je dis là, mais le but, c'est de se dire, j'enlève de la consommation carbone. Je te prends un autre exemple. Avant, on éclairait, la partie organisation était éclairée jusqu'à minuit. À l'époque où on a des frontales hyper performantes, eh ben, il n'y a plus d'électricité. On se débrouille avec nos frontales. Alors, oui, ça retourne, sauf le PC médical, évidemment. On a l'impression de retourner à l'âge de pierre. Oui, mais on consomme que dalle. Tous nos checkpoints sont alimentés en solaire. Donc, on fait baisser de façon drastique la consommation. Et il y a des gens qui disent, et ça, je trouve ça incroyablement amusant, ils font ça pour économiser de l'argent. Mais s'ils savaient ce que coûtent des buggy équipés, on ne cesse d'investir et on s'entend dire que pour gagner plus d'argent, on a enlevé de l'électricité ou de la viande rouge. Quand tu penses que tout ce que tu as pour essayer justement d'aller économiser du carbone, tout ça, ça a un coût, mais il faut pas écouter ces détracteurs qui, si à l'opposé, on rajoutait des véhicules, nous auraient critiqué tout autant. Et je pense que chacun des événements doit arriver à saisir quelle est sa mission au finish. Et j'espère qu'après, tu me demanderas quelle est la mission du Marathon des Sables pour que je puisse te l'expliquer. Mais une fois de plus, je fais des phrases trop longues. On y viendra en fin de podcast, sur ça. Ça marche. Tu m'as pas répondu, mais je pense que tu me répondras pas sur combien, coûte Ah oui, le rachat excuse-moi. du Non, marathon non, des non. sables? Alors oui, combien? Alors je ne peux pas te le dire parce que c'est évidemment, on a signé des accords de confidentialité. J'adorerais te le dire parce que j'aime marquer les esprits en disant, on n'a pas peur de dire les choses, d'accord? Une fortune, d'accord? Une fortune, voilà. Mais que j'ai payé avec bonheur parce que je pense que le Marathon des Sables est une course qui peut apporter énormément et dans mes valeurs et on en reparlera donc à la fin, d'inclusion, de vision écologique, je pense que le Marathon des Sables a une carte à jouer fantastique parce que moi, je n'ai pas racheté le Marathon des Sables pour juste faire courir du monde dans les déserts. Ça, je le dis toujours aux coureurs, si vous voulez juste courir, faites un truc tout simple, courir en bas de chez vous, courez dans le bois d'à côté, ça va pas vous coûter une fortune et ça fera du bien à votre corps et votre médecin sera content. Par contre, si vous voulez découvrir un univers incroyable qui va vous apaiser, vous faire du bien, moi je pense que 50% des coureurs d'ultra ont des problèmes psychologiques. Ils sont pré-dépressifs, post-dépressifs, mais si tu es parfaitement équilibré et que tout va bien, tu t'en tartes pas 100 ou 200 ou 300 kilomètres à courir tout seul, c'est pas possible. Donc je pense qu'on a un rôle. Moi je considère que quand je me suis mis à courir, ça m'a fait du bien. J'explosais dans ma coquille avec tous les stress, ça m'a détendu, ça m'a fait un bien de folie, donc c'est quasi un traitement. Et je pense que le Marathon des Sables, sa première mission, ça a été déjà de faire du bien aux gens. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mal à trouver des marathoniens des sables qui disent qu'ils ont passé un mauvais moment. C'était le rôle des fondateurs qui ont découvert ce truc magique et souvent, Patrick Bauer disait on devrait être remboursé par la sécurité sociale tellement on fait du bien aux gens. Ça me faisait souvent sourire, mais il avait sacrément raison. Et pour moi, c'était le début de l'histoire et ça méritait d'aller beaucoup plus loin. Euh, les équipes du début n'avaient plus l'envie de continuer, de réécrire de nouvelles histoires. Moi, j'avais cette envie-là, donc oui, c'est un investissement important qui s'avérera être rentable ou pas, j'en sais rien. On le paiera, il nous faudra entre 5 et 10 ans pour y arriver. Mais une fois de plus, c'est par rapport au levier qu'on va avoir, par rapport à ce qu'on va réaliser, bah, pour moi, c'est une étape intéressante. Et j'avais déjà 35% de l'entreprise. Donc, et surtout, cette entreprise, elle avait aussi des très mauvaises habitudes dans ses dépenses. Donc,
avec un peu de rigueur de gestion, on devrait quand même arriver à s'en sortir, je l'espère, dans les 5 ans. Mais avant 5 ans, de toute façon, sur la configuration Marathon des Sables, nous ne serons pas rentables. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment les chiffres, notre EBITDA ne sera pas positif. Et si j'avais pas mon autre métier, justement, pour financer cette restructuration et ce développement, ça marcherait pas du tout. Et ça, il faut pas se tromper, c'est aussi une chance, parce qu'il y a des tas d'organisateurs, s'ils bouclent pas leur budget annuel, ils disparaissent de la carte. Nous, aujourd'hui, quand le Covid, par exemple, est intervenu, on avait une activité à côté. Mais l'événementiel sportif s'arrêtant, c'était pas un problème, ça nous a pas stressé. J'ai hélas en tête pas mal d'organisateurs qui ont pas cette chance-là, qui ont mis tout leur cœur pour développer leur événement. Et là, ils se retrouvent d'ailleurs Covid ou post-Covid, ils se retrouvent dans des situations très délicates parce que là aussi, ils ont pas la puissance de feu de certaines grandes courses avec derrière des marques qui peuvent les soutenir. Et c'est aussi un des dangers, c'est que si la marque est trop présente et qu'elle décide de se retirer du jour au lendemain, tout ton système s'écroule, tes bénévoles, tu peux plus les faire venir, tu peux plus nourrir la machine. Alors aujourd'hui, tu le disais, pour s'offrir, on va dire, cette évasion dans le désert, cette rupture un peu psychologique, qui fait du bien à beaucoup de gens, ça a un coût. Aujourd'hui, l'inscription au Marathon des Sables, le Marathon des Sables historique, hein, celui qui a lieu au cœur du Le Maroc, légendaire, ouais, Legendary. c'est 3 950 €. Combien aujourd'hui, coûte l'organisation d'un tel événement? Et tu nous le disais, globalement aujourd'hui, l'activité MDS n'est pas rentable. Vous investissez, Mhm. vous, avec votre groupe. Aujourd'hui, est-ce que le Legendary, lui, à ce prix-là, est rentable? Non, pas encore. Pas encore parce que Legendary dans sa structure financière, a fait une erreur colossale, c'est que n'a jamais investi dans son propre matériel, a toujours sous-traité, loué, parce qu'il y avait quelque chose de se dire, on ne sait pas si demain ça continuera d'exister. Et c'est légitime, hein, comme sentiment. Tu crées avec une bande de potes un concept, et puis année après année, tu le refais, mais tu sais pas si l'année d'après, tu seras encore en vie. Donc, tu loues plein de choses. Donc, tu as des coûts très importants. Et puis, le Marathon des Sables avait mis comme priorité, et c'est ce qui fait aussi sa valeur, avait mis en avant sa communication. C'était une des premières courses à avoir des antennes satellites. C'est-à-dire que tu comparais les systèmes de communication, alors on va mettre quelques guillemets avec le Dakar. Il y avait 2 courses mythiques dans le désert, c'est le Dakar, le MDS. Mais la différence, c'est que le Dakar lève des fonds incroyables via ASO et les partenaires du Tour de France, et avait des moyens démesurés. Le Marathon des Sables les a financés et donc a cramé énormément de cash avec des équipes de production vidéo, des liaisons satellites de dingue. Donc, le Marathon des Sables se foutait d'avoir 1 euro de rentabilité puisque c'était, on fait le truc, on est une bande de potes, c'est magique, on crée de l'émotion et c'est top. Ok. Donc, c'est pas une entreprise, ça aurait pu être une association. La réponse est oui. Donc, le Legendary va mettre du temps à se structurer pour atteindre la ligne de flottaison. Mais là, aujourd'hui, je te prends un exemple, je viens encore d'acheter 3 SSV, c'est-à-dire 3 buggy équipés. C'est juste un budget de 150 000 €, tu vois. Je dois racheter dans les systèmes de communication des mâts parce que le désert coûte extrêmement cher quand tu veux mettre en sécurité tes coureurs. Si tu le joues comme certaines organisations, en se disant ouais, on y arrivera si jamais on a un problème, c'est pas du tout notre vision. Nous aujourd'hui sur un Legendary, c'est 80 personnes dans le personnel médical entre les médecins et les infirmiers. C'est donc les véhicules qui vont avec. C'est toute cette logique matérielle coûte une petite fortune. Maintenant, c'est quand même aussi l'ADN du Marathon des Sables, c'est de dire on va vous mettre dans des conditions d'aventure extrêmes, mais on va vous garantir un minimum de sécurité. On sait hélas tous qu'on peut y mettre des millions, on aura toujours à un moment un accident grave. Ça peut être une hyperthermie, ça peut être un arrêt cardiaque. C'est pas, ça ne nous le garantit pas. Mais par contre, ça nous permet de réaliser des prouesses techniques sur le terrain incroyables. Je vais te donner un exemple. J'étais super heureux parce que je sais trop que ça peut basculer du mauvais côté. Sur le dernier Legendary, on a quand même une personne qui fait un infarctus. Elle est repérée on a un système d'équipe de médecins et d'infirmiers qui redescendent la course, enfin en sens contraire, pour croiser les 1000 concurrents. Et ils ont ça, plus la balise GPS, plus, je vais pas te décrire tous les systèmes de contrôle qu'il y a, mais l'Orange Squad, donc les gilets orange chez nous sont les gens qui s'occupent de la sécurité. L'Orange Squad
en arrivant en sens inverse, voit un coureur qui perd un petit peu l'équilibre, mais c'est normal, il est dans un pierrier, jusque-là, pas de problème. La différence, c'est que là, la personne de l'équipe orange va voir le gars et se rend compte qu'il est pas hyper clair. Immédiatement, elle appelle un SSV de contrôle qui est à moins de 5 minutes de là, avec son Toki. Ils font un électro et ils se rendent compte tout de suite que le problème est grave. Le bonheur, c'est qu'avant la fin d'étape où ses potes disent mais il est pas rentré à l'attente, il se passe quoi? Il est déjà à l'hôpital, on lui a déjà posé un stent et on a réussi à le sauver. Attention, hein. Je mets d'énormes guillemets parce qu'on sait que dans une course dans le désert, on aurait pu ne pas le voir, on serait arrivé peut-être 4 minutes après, c'était peut-être trop tard. Mais en tout cas, le système et la dépense, c'est là où il faut pas être économe, c'est là où il faut toujours en rajouter parce que la vie des gens, il y a pas plus important. Donc une fois qu'on aura réglé les investissements qu'on a encore sur les 2-3 années à venir, qu'on a régulé avec 3 bivouacs au lieu de 6, qu'on aura fini l'investissement dans un nouveau bivouac, de nouvelles tentes berbères parce que les anciennes se sont abîmées et trouées, on devrait être à l'équilibre sous 3 ans et bénéficiaire après. D'accord? Pour répondre clairement sur la politique qu'on a, parce que la politique qu'on a, c'est toujours faire mieux. Le marathon des sables s'est développé, et c'est donc ne pas négliger. Il faut toujours qu'on fasse des images de dingue parce que les télés du monde entier, c'est quand même le marathon des sables, c'est 1000 heures de télé par an dans le monde. Donc oui, ils te font des équipes de production. Oui, il te faut des journalistes qui sont là et qui relaient l'événement, mais qui soient brésiliens ou qui soient vénézuéliens ou norvégiens. Oui, il faut des influenceurs qui ont du sens pour nous et pas ceux, par exemple, dont on peut imaginer tout de suite qu'ils ont du sens par rapport au... Mais ça peut être, on a des influenceuses qui vont parler de la femme dans le milieu sportif et qui vont en parler complètement différemment. Donc tout ça, il faut continuer à le faire et ça a un coût, d'où l'équilibre souhaitable dans, on va dire, 3 ans dans le meilleur des cas. Alors avant de parler des projets de développement et de l'avenir du Mmh. Marathon des Sables, notamment autour de l'inclusion et des Crazy Loop aussi, je veux juste Mmh. te challenger un peu sur ce que pourraient se demander, les gens qui vont écouter ce podcast en disant, «Bah, ouais, c'est sympa tout ce qu'il raconte, Cyril, mais finalement, bah, tous ces Marathons des Sables, ils ont lieu au Pérou, en Jordanie, au Maroc. Forcément pour y aller, bah, il faut prendre l'avion. Alors oui, on peut compenser et tout, mais est-ce que finalement, il y a pas d'autres moyens d'y aller? Je sais que, par exemple, on peut aller au Maroc en train et en bateau, Ah bah, mais c'est une autre histoire. Est-ce que aussi le challenge, c'est pas de réduire les jauges, de se dire: «Bah, finalement, on alors va peut-être aussi réduire le nombre de personnes». C'est quoi ta réponse à ça? alors ma réponse, c'est déjà attention, hein, il y a les destinations Marathon des Sables qui sont à 3-4 heures d'avion, d'accord? Cappadoce, Jordanie, Fuerteventura, Maroc. Après, quand tu parles du Pérou, c'est différent parce que le Pérou, c'est un produit qui est pas fait pour les Européens ou la Namibie, c'est des produits qui sont faits pour les Nord-Américains qui vont mettre 4 à 5 heures pour y accéder, d'accord? Le but n'est pas d'envoyer 500 personnes au Pérou qui partent d'Europe. Donc, on a 2 produits atypiques en distance qui sont le Pérou qui a lieu une fois tous les 3 ans, d'accord? Et la Namibie qui est le berceau des déserts, d'accord? Et qui va aller chercher une clientèle du monde entier, mais ils viennent pas tous d'Europe. Après ça, oui, les déserts sont pas à nos portes et les jauges, elles sont assez simples, hein, pour nous. On sait qu'on a, des jauges maximum qui sont la Jordanie, par exemple, tourne à guichet fermé depuis son ouverture, malgré les guerres qui sont autour et notre jauge, c'est maximum 650 coureurs. Donc, on parle aujourd'hui, dans l'ensemble des marathons des sables, on est en train de parler, si nos jauges sont au maximum, et on n'ira pas au-dessus, parce que techniquement on ne sait pas le faire, on parle de 10 000 coureurs dans le monde, d'accord? Dont 1300 à 1400 sur le Legendary, d'accord? Et puis après, sur le Trek au Maroc, sur les différents produits en Jordanie qui existent, on parle de 10 000 personnes au maximum. Alors, je te précise que oui, il faut compenser la tonne qu'on va consommer, d'accord, en carbone. Je te rappelle aussi que on n'a pas de public sur nos événements, zéro public. Il n'y a pas d'accompagnant, donc le coureur est seul. On doit avoir 3 ou 4 personnes qui viennent à l'hôtel attendre leur mari, mais c'est rarissime. On a arrêté justement les voyages accompagnants. Avant, Marathon des Sables Legendary et autres, on disait voilà, venez voir votre maman ou votre papa à l'arrivée, les familles arrivaient et on avait des voyages accompagnants. On s'est fait hurler dessus, mais on les a arrêtés en disant c'est pas nous qui allons l'organiser, on vous interdit pas de venir, mais vous pourrez jamais venir dans le désert là où on est, vous pourrez attendre à l'hôtel. Du coup,
les gens ne viennent pas, ils attendent que la personne revienne. Donc, on a, en termes d'avion, une consommation qui est relativement restreinte, puisque quand tu as 500 coureurs, tu as effectivement 500 billets d'avion. Ce qui avant était assez déraisonnable, c'est qu'on avait une organisation qui pesait très lourd. Sur le Legendary, c'était un avion complet de l'organisation. Là, on a complètement transformé, et on y est arrivé en 2 ans et demi, hein, quand même. C'est quand même, enfin, pour nous, c'était un très gros challenge. Je veux dire, 80% des membres de l'organisation doivent être des locaux. Pourquoi? Parce que, c'est pas des bénévoles. Nous, aujourd'hui, le Marathon des Sables, on a très peu de bénévoles au finish. On a des gens qu'on paye dans le pays. Quand on a 5 événements au Maroc, il y a des gens qui travaillent, allez, pas exclusivement, mais quasi pour le Marathon des Sables. Donc, on a créé de l'emploi local, donc pas d'avion. Ils viennent tous des villages alentours. Et surtout, ils sont bien plus performants que nous parce qu'ils connaissent par cœur le pays et ils n'ont pas besoin d'un GPS pour se diriger dans les dunes. Donc, on a fait baisser l'organisation, c'est une trentaine de personnes qui viennent d'Europe. Et je te prends l'exemple, moi, le dernier Legendary, j'y suis allé en train. Alors, je vais être très très honnête, je pensais que ça allait être une purge, d'accord? En me disant, il faut le faire, parce qu'il faut... Alors, ça coûte beaucoup plus cher, hein, parce que on n'y est pas allé non-stop, hein, on est allé coucher à Madrid, on est parti de la gare de Lyon à Paris, on s'est couché à Madrid, et puis après, on a couché, comment dirais c'est pas Al Jazeera de l'autre côté, une fois qu'on a eu pris le bateau, et donc on a mis 2 jours et demi. Bon. Et ça s'est transformé en un truc magique, parce que l'organisation pouvait continuer à travailler pour préparer l'événement. C'était comme l'Orient Express avec Agatha Christie sans avoir un meurtre. On a partagé, on s'est fendu la gueule. Franchement, j'ai passé un moment de dingue. Bon, prochain Legendary, on y va tous en train et on rentre tous en train. D'accord? Et on va amener des concurrents, donc des coureurs et des coureuses, à dire, mais venez avec nous. Oui, ça va vous coûter un peu plus cher. Oui, on est d'accord. Mais c'est tellement dingue, c'est qu'il y a un pré-événement dans le train où on répond à toutes vos questions. Il y a l'événement et après, on va savourer ce qu'on a fait encore pendant 2 jours et demi et on passe une soirée à Madrid où on mange des tapas et c'est magique parce qu'on passe une soirée au Maroc avant d'arriver sur le truc et on arrive à la gare de Marrakech et ça me paraissait complètement impossible avant. Alors, pour aller à Fuerteventura, c'est un peu plus compliqué, tu vois, ou aller en Turquie. Mais une fois de plus, l'avion doit devenir un détail. Alors oui, effectivement. Et puis, on mettra jamais 10 000 personnes en Cappadoce, 5 000 en Jordanie. Aujourd'hui, on a une vision qui est de se dire, le potentiel coureur ne va pas augmenter, mais par contre, on va créer des événements de proximité pour continuer à travailler sur l'ADN du marathon des sables. D'où les MDS Crazy Loops, qui là sont à 1h30 de train de chez nous, ou à 3 heures de train, où on peut être green et on peut y aller, on en parlera après, mais on peut y aller en vélo. Mais le MDS, aujourd'hui, va se rapprocher de ton domicile pour te donner un goût de ce qu'on peut t'apporter. Et puis après, si tu veux aller dans le désert, eh ben, il n'y a pas que le prix, d'accord? Tout le monde focalise sur ce que ça coûte, mais il y a un moment, et on y arrivera, tu pourras aller sur un marathon des sables quand tu auras gentiment prouvé que ta trace carbone a évolué de façon constructive et que tu as pris des bonnes habitudes, et pas que pour le marathon des sables, mais pour bien au-delà, pour t'occuper de ta planète et de ton petit univers nature autour de toi. Et moi, ce que j'aime, c'est que j'aime me dire qu'avec un objectif ambitieux, quand il faut se lever, aller courir sous la pluie, que tout va mal et que tu penses au désert ou au truc de dingue que tu t'es mis en avant, bah c'est pareil pour ta conscience écologique. Quand tu as une sublime carotte, tu as envie d'y aller, tu sais qu'il y a un prix pour ça. Tu sais, un marathon des sables, pour le savourer, il faut en moyenne, en fonction de ton niveau, 6 à 12 mois d'entraînement. Donc, c'est comme ton entraînement, t'économises pour te payer ce truc complètement atypique. Moi, demain, je peux faire le Legendary et qui coûte 30, 40 ou 50% moins cher. Je sais le faire. Je sais le faire. Je fais des économies sur la radio, sur le médical, et j'arrive à produire ça pour beaucoup, beaucoup moins cher. Mais est-ce que je le ferai? La réponse est non. La réponse est la mise en danger d'autrui, c'est quelque chose qui est inacceptable quand tu as des solutions. Et ces solutions ont un coût. Ces solutions, aujourd'hui, on sait les mettre en place, mais on ne pourra jamais, enfin, on ne voudra jamais faire au Maroc, envoyer 15 ou 20 000 coureurs parce que une marque, ça serait l'intérêt d'une marque ou ça serait notre intérêt financier. Tu sais, pour résumer les choses, moi je viens du monde de l'industrie où mon groupe était rentable
À 30 ans, j'avais déjà un groupe très rentable et j'ai pas eu besoin du marathon des sables pour me payer quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est mon argent qui sert à financer un projet beaucoup plus global. Donc, les gens qui disent ouais, mais ils sont là pour l'argent. Ouais, ouais. Non, non. Regardez l'état des choses, mes chéris. Moi, aujourd'hui, j'ai alors toute proportion gardée, hein, j'ai absolument pas à me plaindre financièrement et j'ai quand même développé le syndrome de me dire ouais, attends, tout ce que tu as fait businessment parlant et en réussite entre guillemets financière, tu vas en faire quoi? T'es bien logé, tout va bien, t'aimes ta famille, tout est, bah alors oui, bah investis, fais des choses bien. Et si tu perds, et je l'ai prouvé, Ultramag, ça m'a coûté 1,5 million sur quelques années, 1,5 million. Ah, ça, je suis pas fait pour la presse, Fred, je te le confirme. J'ai pas trouvé la façon d'être dans les kiosques intelligemment. Et pourtant, on sortait un bouquin de 200 pages et ça m'a passionné. J'ai appris 1,5 million. Le World Tour, j'ai perdu beaucoup plus. Et donc, ouais, je pense que j'ai nourri le débat, j'ai fait des choses, et le marathon des sables, je veux pas que ça soit une hérésie financière. Et puis, si à un moment ça ne décolle pas et ça ne devient pas rentable, il faudra que je passe la main. Mais c'est en tout cas pas ma vision aujourd'hui. Et je pense qu'il faut être très très conscient. Il y a l'avion qui est le début du sujet, mais c'est rien. C'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, à l'intérieur des événements, là, je te prends un autre exemple. Nous, on réduit le fléchage, d'accord? De moins en moins de fléchage. Ça veut dire de moins en moins de personnes qui font le fléchage. Ça veut dire qu'il faut notre conscience écologique, elle se cache absolument partout dans les moindres détails. T'es bénévole, on va te donner, alors ça se voit à la vidéo, mais ça se verra pas dans le podcast, on va te donner une gourde que tu vas garder où tu vas marquer ton petit nom. On va te donner du matériel que tu vas, des couverts métalliques que tu vas garder et que tu ramèneras sur chaque événement. Et comme ça, ben, le couvert plastique, les assiettes plastiques, tout ça n'existe plus. Donc, ton catering a une consommation carbone beaucoup plus faible et nos véhicules avec 3 bivouacs, tu roules beaucoup moins. Donc, on a des 4x4 qu'on utilise dans le désert. Il y a des 4x4 qui font un plein dans la semaine. Et il y en a d'autres. Le maximum qu'on a, c'est un plein tous les 2 jours pour ceux qui font la partie sécurité qui roulent le plus. Mais on parle quand même d'une centaine de kilomètres seulement dans la journée. Donc, on peut intervenir sur beaucoup de choses. Il faut être conscient qu'on pourra toujours faire mieux. Et on est en train, justement, de se dire, bah, tu vois, typiquement le train, quand c'est possible, ben, on va le faire. Alors, mon rêve, et le rêve des experts chez nous, c'est de dire, et si après, le bateau qu'on prend pour aller à Tanger, qui fait les 40 minutes de bateau, et si on les faisait en voilier, oui, oui, j'entends bien. Mais on y arrivera, oui. Et si on allait en vélo aussi, mais tout est possible. On a des projets fous de Dossard Green où les gens vont... on a un concurrent qui nous a impressionnés, qui est venu au Maroc en vélo. Voilà, en vélo. Bon, c'est magique. Mais il faut avoir la vie qui va avec, il faut avoir un mois et demi avant, tu vois, il faut... Mais pourquoi pas? Et qui est Pourquoi rentré pas? Le d'ailleurs. désert est quelque chose qui va devoir se mériter. Et qui est rentré d'ailleurs en vélo, chez lui, je Ouais. crois. Mmh. Oui, oui. Non, mais c'est hallucinant. Maintenant, tout le monde n'a pas 2 ou 3 mois consacrés à ce truc de fou, mais une fois de plus, moi, je suis totalement ouvert à me dire, les jauges, en tout cas, ne bougent pas chez nous depuis des années. Le marathon des sables de Jeanne Barry tourne autour de 1000 coureurs, sauf édition anniversaire. La 30e, il y avait 1380 personnes. C'est ce qu'il y aura sur la 40e et je pense sur la 50e, mais tout le reste du temps, on est aux alentours des 1000-1200 coureurs. Et j'ai 1700 personnes sur la liste d'attente. Ah, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que derrière, je pourrais me dire dans le désert, s'il y a bien un endroit où il y a de la place, c'est bien le désert. Donc je pourrais en mettre 3005. Ben non. Bah parce que tout simplement, c'est pas du tout dans notre logique. Et quand je te reparle de l'ADN, du partage, un bivouac, c'est quelque chose qui doit vivre, mais ça doit pas devenir une mégapole. C'est celle que tu as quittée pour venir prendre de l'air. Si tu te retrouves avec la même contrainte, ça va pas le faire. Alors tu disais, tu as essuyé quelques échecs, Ultramag, l'Ultra Trail World Tour, j'imagine d'autres même dans le business, hein. Il y a des affaires qui marchent, d'autres qui sont des échecs. Aujourd'hui, tu te tournes vers un développement, du MDS dans ta passion, du trail running et de l'aventure autour de cette marque MDS avec, on va y venir, le MDS Ultra, le MDS Handy, très important aujourd'hui, l'inclusion et l'intégration des personnes qui présentent des handicaps. Et puis les MDS Crazy Loop, est-ce que tu peux nous développer, nous expliquer cette stratégie de développement autour de ce noyau MDS? Alors, donc on a parlé du MDS Trek, hein, qui permettait aux personnes de découvrir les
plus beaux spots du désert sans automatiquement être des runners accomplis. Il y a le MDS Red qui est un concept différent qui t'oblige à courir avec ton binôme. J'ai toujours trouvé extraordinaire de faire une course à deux où les ampoules de l'un devenaient tes ampoules à toi et où tu dois, et c'est deux mecs, un homme, une femme, un couple ou pas un couple dans la vie. Et je trouve ça magique parce que c'est complètement différent. Et quand tu cours avec quelqu'un dont tu peux pas te séparer, c'est un truc spécial. Vraiment. Donc, c'est un concept qu'on a développé et qui a eu un succès de dingue. Et ça, on va le garder spécifiquement sur quelques événements. Et ça, c'est le MDS Red. Et typiquement, ben là, je te fais te diriger avec ta montre GPS ou avec ta boussole. Tu vas te retrouver à un moment dans ce qu'on appelle la Star Night, c'est-à-dire que tu arrives au milieu, middle of nowhere. Autour de toi, il y a que des dunes. Et t'as plus de campement, t'as plus rien, plus de toile de tente. Et crois-moi, dormir sous le ciel étoilé en plein désert, le désert fait beaucoup de bruit, ça fait très très peur. Et c'est vraiment des expériences nouvelles en disant, regardez comme la nature, avec quelques petits détails, peut nous faire peur. Et l'orga est à la même enseigne. Il y a eu une tente de 3 par 3 pour 3 par 3 hein, pour le PC médical. Donc ça, c'est le MDS Red. Et puis, on rêvait, alors depuis des années, de reprendre une grande époque. Le Marathon des Sables avait développé le 100 miles en ligne directe. Il l'avait développé en Jordanie, il l'avait développé aussi dans le pays de Gond, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, pour la 40e année du Marathon des Sables Legendary, qui est en 2026, on s'est dit qu'on voulait ouvrir l'année avec un MDS Ultra, c'est-à-dire un 100 miles. Un 100 miles, nouvelle formule. Alors, effectivement, il n'y a plus de bivouac. Tu arrives à l'hôtel. De l'hôtel, tu seras à 1h30 du départ. Tu fais ton 100 miles, mais il y a une option 50 km au 50e kilomètre. Et puis, tu arrives au cœur des dunes de Merzouga et tu es à 40 minutes de ton hôtel pour rentrer te doucher et au milieu, tu as gardé ta chambre. Donc, si tu es élite, tu vas boucler en 15 heures ou 15 ou 16. Et puis, si tu es coureur lambda, tu dois être en dessous des 40 heures. 40 ans, 40 heures. Donc, la formule ultra, base de vie. De la même façon, tu n'auras pas de ravitaillement. Tu as ta propre alimentation dans ton petit sac, mais il fera pas 8 kilos, il fera 1,5 kg. Et surtout, tu vas découvrir ce que nous, on connaît très très bien, le désert l'hiver. Alors, le désert l'hiver, c'est un truc de dingue, c'est des couleurs tranchées, le ciel, c'est du bleu clin, c'est une température, s'il pleut pas, et ça arrive rarement, mais ça arrive, il fait entre 12 et 18 degrés, donc c'est la température idéale pour courir. La nuit, il fait 3, 4, 5 degrés. Donc, et le désert, le désert l'hiver, c'est un truc magique parce que le sable est portant, donc on va même pouvoir le faire sans guêtre, donc sans problème d'ampoule. On va pouvoir prendre son temps différemment dans le désert sans avoir classiquement mal au dos avec le sac, des ampoules, et on va pouvoir le faire surtout à un rythme beaucoup plus élevé parce que tu peux tenir du 10, 12, 14 ou 16 km/h parce que le sable mou, il y en aura un peu moins de 10%. Et donc, ça va rebattre les cartes et c'est ça qui est fun. Nos amis marocains ont une hégémonie sur le marathon des sables parce que c'est les rois du désert. À 40 degrés, ils sont contents. À 45, ils fulminent, c'est encore mieux. Et quand tu es à 50 dans le Djebel Otfal, ils sont encore plus contents parce que les Européens n'arrivent plus. Les Formule 1 de la montagne, d'ailleurs, la plupart viennent même pas parce qu'ils veulent pas se retrouver en 6 ou en 7e position au scratch. Donc le MDS Ultra va être un truc très sympa où j'espère qu'on va avoir des personnes qui, au lieu de faire une semaine de ski, vont venir découvrir un paysage de dingue et challenger ces coureurs élites fantastiques du Maroc. Donc ça, c'est le MDS Ultra. Est-ce qu'il perdurera? J'en sais rien. Mais c'est notre premier cadeau d'anniversaire qu'on fait aussi aux coureurs parce que le prix est très bas par rapport au coût de la semaine d'hôtel au Maroc et ainsi de suite. Tu peux y arriver pour 1400 euros. Bon, on est quasi complet. Il doit rester 2 places et demie. Mais voilà, ça, c'est le MDS Ultra. Et alors après, tu m'as posé la question sur quoi? Les Crazy Loops, dis directement? Les MDS Andy aussi, mais on Les peut MDS nous Andy. Alors, MDS Andy, tous les 2 ans, on a en 2024, on a relevé, alors ça c'est quand même une des missions du Marathon des Sables, on a passé notre temps à dire que le Marathon des Sables devait devenir accessible, d'accord? Devait devenir accessible, mais moi je l'entendais au début en disant, on peut pas avoir que des givrés qui veulent faire 250 km. Je mets des guillemets parce que je me considère, je l'ai fait en 2009, je fais partie de ces givrés qui voulaient pousser la machine, découvrir quelque chose de nouveau. Et donc,
l'accessibilité, c'était de faire des distances intermédiaires, des conditions différentes pour que le désert ne soit pas réservé à ces coureurs un peu spéciaux. Donc, ce qu'on a fait. Et puis, sorti du Covid, on a eu une réunion intéressante dans la partie industrielle du groupe où depuis déjà maintenant ça fait plus de 8 ans, on a intégré énormément de handicaps lourds dans les équipes. Handicap lourd, ça veut dire des gens qui ont vraiment, il te faut 5, 6 ou 8 personnes pour faire le travail d'une personne, d'accord? Donc c'est un coût très important pour l'entreprise. Il n'y a pas d'aide, hein, il ne faut pas que les gens rêvent, mais c'était une de nos missions de dire ouais, je crois qu'on est des entreprises qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on fait du conditionnement à façon, on reçoit beaucoup de marchandises, on fait des petits colis. Il y a des tas de gens avec des handicaps même COSO qui peuvent venir nous filer un coup de main. Donc on avait créé ça. Et dans l'entreprise, ça avait été très mal pris au début, en disant ouais, vous voulez prendre notre job avec des handicapés. Il y avait un problème de communication. Puis très vite, les gens se sont rendus compte que pas du tout. En fait, c'était tout l'opposé. C'est qu'en fait, il fallait énormément de gens pour surveiller, pour que ça se passe bien. On a construit des locaux par contre dédiés pour que ça se passe bien, et ça a donné un souffle dans l'entreprise incroyable. Ça a montré que des gens qui étaient ouvriers, et entendons bien que je dis ouvriers pour essayer d'être compréhensible, mais pour moi c'est un honneur d'être capable de faire un job manuel, et je considère que les ouvriers sont la base structurelle de nos entreprises. Mais c'était simplement leur dire, tu vois, demain tu vas pouvoir être cadre, tu vas pouvoir intégrer une équipe où tu vas encadrer 5, 10, 15, 20 personnes touchées de handicap. Et ça a nourri l'entreprise et ça l'a complètement transformée. On n'a jamais été aussi performant dans l'entreprise parce que la mentalité a changé, parce que les gens se sont dit waouh, notre boîte elle est capable de prendre un bus, de faire du ramassage, de voir l'entreprise différemment, et Dieu sait qu'on est dans un monde industriel. Et puis on a eu une discussion où on faisait le constat de tout ça. La fin de l'année, c'était beau parce qu'on faisait un arbre de Noël avec les familles justement de tout le monde, dont les personnes handicapées, avec des gens qui nous disaient waouh, mon fils maintenant il travaille pas qu'à l'ESAT de la ville, il travaille dans une entreprise, il va dans une entreprise tous les jours, il casse plus rien à la maison, c'est magique. Et on s'est dit waouh, avec Olivier, on s'est dit waouh, on a peut-être fait enfin quelque chose de vraiment bien. Alors on faisait pas mal avant, mais on était hyper classique on est l'entreprise, elle fonctionne, elle se développe. Et donc on s'est dit tous les deux, mais quand on parle de notre autre activité qui nous passionne, le sport, est-ce que on pourrait pas être accessible aussi? On a commencé à parler du handicap. Et puis, chemin faisant, moi, je suis motard. Je sais qu'à n'importe quel moment, je peux me retrouver avec une jambe en moins ou plus pouvoir marcher. Et on a commencé à se dire, ce rêve fou de se dire, et si on intégrait des fauteuils roulants dans le désert? Ce qui faisait rire tout le monde, puisque tout le monde sait que dans le sable, ça roule pas. Et puis, on a commencé ce délire qui était vraiment de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas là pour faire des trucs complètement dingues? Et ça nous rappelait l'ADN du Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, il n'a pas été créé sur un concept marketing nouveau. Il a été créé par un couple de cinglés qui ont une idée de dingue, qui était de dire, et si on faisait traverser le désert à des potes, et ça serait magique. Donc, c'est des raisons qui aboutissent sur un événement de dingue. On s'est dit, mais nous, on n'aurait pas là un truc complètement déraisonnable où on ferait un truc qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre âme. Et donc, du coup, on a pris un fauteuil, on a trouvé un fauteuil sur le marché. Imagine-toi que la boîte qui fabrique le fauteuil, elle voulait même pas nous le vendre en disant, mais non, messieurs, c'est pas honnête. En plus, le patron de la boîte de Vipamat est lui-même en fauteuil, et il m'a dit non. Donc, j'ai dû me fâcher pour dire, mais je vous dis que je veux essayer. Donc, on a pris un fauteuil qu'il nous a prêté, il nous l'a pas vendu parce qu'il nous a dit, de toute façon, votre projet, il a aucune chance d'aboutir. Et on est allé, nous, en tant que valides, dans notre fauteuil, essayer. Et on s'est rendu compte que c'était taré, n'importe quoi, que ça avançait pas. Et donc, mais on n'a pas voulu laisser tomber ça. Et puis, on a été contacté par Pierre Cabon, qui lui avait vu le côté accessible et qui nous dit, mais nous, on aimerait venir faire en fauteuil. On se dit, c'est pas possible. Nous, on revient avec notre fauteuil. Ça a été vraiment une galère. Et il dit, non, mais nous, on a mis au point un harnais, comme tu sais, comme pour les chiens de traîneau, un truc de fou. Et il dit, moi, je viens sur l'édition en 2023, sur l'édition du MD 120 au mois d'octobre. Je viens avec ma femme Myriam, un pote, et on va tester. Et là, on a vécu un truc de dingue, et on s'est dit, mais ouais, ça commence à marcher. Il y a des endroits pas possibles, mais on s'est surtout rendu compte d'un truc de fou. Et c'est ça qui est marrant, parce que quand tu ouvres des voies, t'es quand même parfois très très surpris de ce qui arrive. Quand Pierre, Myriam et leurs potes ont commencé, alors il y avait le pousseur, le tracteur, et
quand ça n'avançait pas bien, on s'est rendu compte que mécaniquement, les 600 coureurs du MDS 120, sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit, parce qu'on était en phase expérimentale, ont pris le fauteuil, ont passé les dunes, et je me suis dit, mais le fauteuil, il vole. C'est-à-dire que les gens sont hyper éclatés de filer un coup de main pendant 10 minutes, et donc on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une déclaration d'amour euh, qui se passait, et tous les matins, quand il arrivait sur le stand de départ, j'avais jamais vu ça sur un départ. Là, on n'avait pas besoin de demander aux gens d'applaudir ou quoi que ce soit. Et là, on s'est dit, bon, là, maintenant, faut pas déconner. Il faut qu'on passe à l'étape d'après. Donc, en tant qu'industriel, on s'est dit, OK, le fauteuil, on le fait changer, tchac, tchac, tchac. On en achète 60. Donc, c'est une Ferrari qu'on met sur la table et on se dit, on va inviter 10 équipes. Parce qu'évidemment, personne n'y croit. Donc, on a trouvé des médecins spécialisés MPR, qui sont dans des instituts, qui sont des gens qui ont, parce qu'attention, tu parles à n'importe quel médecin, le trauma médulaire, il peut pas savoir ce que c'est dans ses études, ça a été une toute petite partie. Puis après, il y a des gens spécialisés, et puis on s'est rapproché de cet univers, et puis on y a passé un temps de dingue, on a fait venir 30 personnes, donc le handi plus ses équipes, on les a invités au Maroc, on a investi dans les fauteuils, et on a vécu un moment de givré. Il a fallu adapter le bivouac, il a fallu... Mais tout ça, c'était complètement déraisonnable. On était des sales garnements. Mon associé était OK parce qu'il est aussi directeur financier du groupe et il était d'accord en se disant on le fait pour nous et si ça n'a pas d'avenir, c'est pas grave, on aura fait un truc de dingue. On avait encore l'impression qu'on allait donner et en fait, on a reçu, et pas que nous, nos équipes, les coureurs, et les coureurs ont dit, mais comment on n'a pas pu voir plus tôt que les vrais gens de l'ultra, c'est pas nous, c'est eux, et que quand tu cours et que t'es d'un fauteuil, t'as un coup de moins bien, tu trouves qu'il fait trop chaud, t'arrives pas à te plaindre. Parce que l'homme ou la femme qui est dans le fauteuil, potentiellement c'est toi, c'est un mec qui est allé au ski et qui s'est pris un sort dans le dos, c'est le cycliste qui s'est fait décoller, c'est le mec en trottinette, machin, c'est nous. Et donc, tant que tu l'as pas approché, touché, le handicap, tu sais pas ce que c'est, ça te fait peur, t'as les chocottes. Alors oui, tu peux regarder les JO, la cérémonie d'ouverture, mais tu vas néanmoins pas dans le stade, t'achètes pas tes billets, les stades sont vides. Et en fait, moi j'étais le premier comme ça, et là tu te rends compte que t'as fait ça pour faire un truc bien, mais qu'en fait, le truc bien, c'est à toi qu'on le donne, et qu'on dit, regarde la chance que t'as, mec, tous les jours, avec tes petits problèmes, tu sais pas ce que c'est. Et quand tu découvres que la partie mobilité, c'est 20% de leurs problèmes, c'est comme l'iceberg, c'est ce qui est en dessous qui est terrible à vivre, et tu commences à rentrer là-dedans, et là, tu te dis, ouais, je crois que j'ai trouvé un truc qui dans ma vie va me servir, c'est que j'ai jamais vécu un événement avec cette intensité-là, et je veux que ça recommence, je veux que ça avance, et je veux être promoteur de ça. Et là, tu te dis, et Olivier, de la même façon que moi, a dit, voilà, si notre course doit servir à quelque chose, c'est bien de montrer qu'on a tous des handicaps, visibles ou pas, et qu'il faut qu'on travaille là-dessus, et qu'il faut qu'on soit des leaders, et qu'on fasse avancer la cause. Et donc, 2024, 10 équipes au départ, 10 équipes à l'arrivée, des histoires de dingue, des gens avec lesquels on se revoit, on discute, on parle et on découvre, et la franchise est totale, et parfois ça nous arrache le cœur. Quand je dis ça nous arrache le cœur, c'est que ces gens sont comme nous, des sportifs. Et là, on n'est plus en train d'être dans la jalousie du machin, vous faites ci, vous faites ça. On rentre dans la vraie vie. Et là, ils nous disent une chose de dingue. Je leur dis, mais OK, le désert, ça y est. OK, c'est acté. On va mettre au point, dans le marathon des Sables 120, on va mettre la partie handi. Et c'est pas une course adaptée. Vous faites la course des autres. Il y a simplement des petits détournements qui peuvent se passer sur le parcours parce que là, dans les très grosses dunes, vous pouvez pas. Mais on va vivre cette expérience de dingue et on va la montrer au monde. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui autrement vous fait peur? Et donc là, ils me disent, bah, l'avion, ils me parlent pas du carbone. Ils me disent, mais nous, c'est très compliqué. Si on avait à proximité de chez nous des événements pour s'entraîner, ça serait top. Mais ils disent, mais les organisateurs peuvent pas, veulent pas, parce que le rassureur veut pas, parce que tout ça coûte une blinde de trouver les bons médecins et tout. Je dis, bah, dans ces cas-là, il faut qu'on crée des événements pour pouvoir vous tester. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui vous brancherait un max sur les plages et tout? Ah, ils disent, ah non. Ce qui nous brancherait un max, c'est là où on peut plus aller, c'est la très haute montagne. Je dis, c'est quoi la très haute montagne? Ben ouais, se balader en altitude, on peut pas. Et je dis, ben attends, ben voilà, si on va faire ça. Et donc, d'où l'idée de créer les MDS Crazy Loops, c'est-à-dire c'est le concept du marathon des sables, un bivouac en altitude, là où tu peux pas aller, tu y vas avec une benne,
Et quand la benne s'arrête le soir, bah, t'es seul au monde, en pleine montagne, et on fait une boucle de 3 à 5 kilomètres, hyper engagé. Pourquoi hyper engagé? Parce qu'il y a un moment, la boucle, avec ton équipage, tu peux plus passer. Donc, c'est les coureurs qui sont venus sur cette boucle, qui vont te filer un coup de main. On reduplique, en fait, ce qu'on a connu dans le désert, mais t'es à 2 heures de train de chez toi. S'il y a le moindre problème, t'as pas la même crainte. T'es venu avec tes potes. T'as pas dû les motiver comme d'autres en disant c'est dans le désert, c'est loin et ainsi de suite. Et on a vécu un truc de fou à La Rosière où on commence le test en juillet. En août, on va à Courchevel. Courchevel, c'est la station de définition la plus luxe de France et au monde. Et là, on se retrouve avec des élus qui disent, non, mais votre truc, il est tellement dingue qu'il faut qu'on essaye. Et là, tu retrouves ton ADN, tu retrouves quelque chose de dingue. Tu vois, j'étais super surpris. Francesca Canepa qui vient, qui s'inscrit sur Internet, hein, comme tout le monde, pour 145 € pour passer 2 nuits en altitude pour faire une compétition. C'est là, tu vois, on parle de pas cher. Bah oui, à partir de là, c'est que de l'argent qu'on investit puisqu'on a perdu encore une petite fortune à faire ces tests parce qu'on s'est dit, on va pas mettre ça à 500-600 pour le coup, mais on va le mettre et à 145 €, tu repars avec ta tante, hein, en plus. Et elle me dit, alors elle gagne la compétition, elle fait 35 boucles, je sais plus exactement, 170 kilomètres. Donc c'est un 24 heures, jour-nuit. Et elle dit, j'ai jamais connu un moment aussi fort, aussi puissant dans l'ultra depuis 20 ans. Et là, j'avais même pas imaginé que des élites pourraient adorer ce format pour s'entraîner, pour se booster et surtout connaître cette émotion. Et là, si tu veux, on est au cœur de notre mission qui est de dire, on va montrer aux gens que l'impossible devient possible grâce à notre format. Le but, c'est de les emmener après, parce qu'en 2026, le MDS Andy, il y aura 50 équipes, j'espère du monde entier. Et le but, c'est de développer les Crazy Loops dans les stations suisses, les stations italiennes, mais demain les stations canadiennes, les stations un peu partout, les endroits typiques. Tu peux l'imaginer aussi au cœur de l'Écosse, dans un endroit de dingue, pour dire, les handis, vous les voyez pas, parce qu'ils se cachent, ils osent pas sortir. Nous, on a une formule pour les faire sortir, et vous allez voir que on parle, c'est pas 10 000, c'est pas 100 000. Il y a des millions de personnes qui sont en fauteuil. Simplement, elles restent chez elles. Moi, je veux les faire sortir et je veux que le Marathon des Sables et d'autres marques de grandes courses vont venir nous rejoindre. J'en ai parlé avec Michel Poletti et avec les gens, avec David Poletti qui s'occupe aussi de la team adaptive et du RSE. Ouais, ils se disent, ouais, mais toi, t'as fait déjà un chemin, on va peut-être faire des choses, peut-être, les faire ensemble pour faire avancer le sujet. Et ça, c'est vraiment pour moi le sujet stratégique, c'est se dire que nos événements, les coureurs qu'on a, sont souvent des leaders d'opinion, sont souvent des gens qui ont envie d'exprimer beaucoup plus que d'avoir fait une course. Et ils deviennent, alors moi on les a appelés helping runners, c'est-à-dire faire une course où de temps en temps tu croises un équipage, tu souris, tu encourages, ou tu portes, ou tu pousses, c'est un truc de dingue. Et nous, sur les Marathons des Sables, on a souvent des gens de la Légion étrangère qui sont avec nous, parce que ça représente assez la mixité des 50-60 pays qui sont sur nos événements. Et les légionnaires, si tu veux, ils ont accroché tout de suite sur les Crazy Loops, et il y en a qui sont venus sur les phases de test, et qui nous dit, voilà, c'est ça le truc. C'est que on n'a pas d'a priori comme à la Légion. On accepte les gens de tous les pays à partir du moment où on est dans la mission. Et j'ai pris un pied de dingue de se dire, tiens, il y a des handis à 2 heures du matin, leur équipage est fracassé de fatigue. Les gars, est-ce que vous pouvez les aider sur 2 tours? Et là, parce que là, c'est dans les Crazy Loops, c'est tu t'arrêtes, tu repars, tu vas te coucher dans ta tente, tu repars, tu vas au resto d'altitude manger une tartiflette si tu veux, parce que t'as pas eu envie de te faire ta bouffe lyophilisée, tu fais ce que tu veux. Le but, c'est ouvert, découvrons, partageons, et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on est au cœur de notre ADN. Donc voilà ce que c'est que les MDS Crazy Loops, et ça va se développer, ça vient nourrir le MDS Andy, qui lui va communiquer de façon mondiale sur oui, on peut mettre des fauteuils dans le désert, parce que, et pour finir là-dessus, et je suis désolé Fred, mais si tu touches à un sujet qui est tellement important pour nous, c'est que t'es en rééducation demain, il t'est arrivé un accident de vie monstrueux. À la télé, tu vois passer des images de dingue. On a eu Pierre qui est passé dans Stade 2, qui avait qu'une jambe avec des béquilles, qui a fait toute la Cappadoce. Ces jeunes-là, 23 balais, c'est des porteurs d'espoir. C'est des gens qui vont faire rêver ceux qui en scooter vont s'être pété la gueule.
Moi, je veux ça. Je veux que le Marathon des Sables utilise toute sa notoriété pour justement transformer les choses. Parce que toi comme moi, passionné de sport, demain il nous arrive un problème de vie comme ça, on peut continuer à imaginer faire du sport dans des conditions de dingue, et je veux montrer qu'on peut le faire pas que sur nos formats, mais sur le format d'autres. Alors il y a des tas d'initiatives, hein, on est loin d'être les seuls. Simplement, on a une force, c'est qu'on communique dans 98 pays, qu'on a une puissance qu'il faut qu'on utilise, et c'est pas justement pour empiler du coureur sur du coureur, c'est véritablement, on a une mission, on est vraiment tous impliqués dedans, et nos partenaires futurs, les annonceurs et compagnie, devront partager avec nous cette passion et investir pour se dire, on va acheter encore plus de fauteuils, on va faire encore plus de choses. Voilà ce que c'est que les MDS Crazy Loops, mais je sais pas si j'ai été clair, mais parce que c'est tellement magique comme sujet que je pourrais y passer 2 heures. Bah, je t'ai laissé, exprimer, tout ce que tu as tout ce que tu avais à dire et non, non, c'était très, très clair. Merci d'ailleurs, j'avais toute une série de questions à te poser, donc tu y as répondu sans même que je te les pose. Notamment, je pense à Boris Girardi, que tu connais bien, alias, Pied de Robot, qui, œuvre pour tout ce que tu as expliqué, qui aussi dit souvent, quand il prend la parole, on l'a eu notamment lors des Trail Business Club en direct de Chamonix pendant, l'UTMB, que tu l'as dit, donc je t'ai laissé parler, mais qu'effectivement, intégrer des gens, à handicap ou moi j'aime aussi, les appeler et je cite Jimmy, du côté de La Réunion, je t'en parlerai parce que Jimmy, c'est quelqu'un qui est incroyable, hein, quelqu'un qui est très, très lourdement handicapé, mais qui fait la promotion de notamment du entre guillemets «la promotion du handicap» et qui lui, malgré son handicap, se doit presque d'accomplir une mission, c'est d'amener des fauteuils roulants sur tous les événements sur lesquels il est invité et je pense qu'il pourrait faire partie d'un projet MDS tellement en Ah oui? plus il a une aura incroyable ce Jimmy. C'est quelqu'un, je t'enverrai une petite vidéo en aparté de tout ça. Et pour revenir, Boris dit souvent que intégrer des gens avec un handicap fait partie aujourd'hui du mot qu'on appelle inclusion, mais augmente, comme tu l'as dit, la productivité et la relation sociale dans une entreprise. Donc, je tenais à le souligner. On a dépassé largement le temps qu'on s'était fixé, encore une fois, sur ce podcast. Tu es visionnaire quelque part. Comment tu vois le développement de votre société, de votre activité et de la marque MDS à échéance 10 ans? Et puis je vais compléter pour essayer de faire une question en deux. Avec tout ce que tu nous as dit, j'ai l'impression que il y a un mot, une philosophie qui revient chez toi, que le mot c'est impossible n'existe pas. Alors, c'est marrant, tu as donné la date de projection de 10 ans. C'est ce qu'on s'est donné avec mon associé pour passer la main derrière. C'est 10 ans pour arriver justement, on parlait de rentabilité à 3-5 ans. On parlait des grands projets parce que j'ai bien notion que moi, ce que j'ai découvert sur le handicap, je dis, j'ai découvert un trésor. J'ai découvert quelque chose qui me donnait depuis maintenant 3 ans de me mettre en forme et de bonne humeur absolument tous les jours. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à cumuler, alors tu l'as dit tout à l'heure, hein, des échecs, mais on les oublie très vite quand on est entrepreneur, à cumuler des réussites qui ne m'ont jamais fait avoir le sourire du matin au soir. Donc, oui, j'ai réussi à avoir de l'argent, j'ai réussi à faire des trucs de dingue, à visiter, à faire le tour du monde, à rencontrer des gens de fous. J'ai passé des temps tu as des expériences, tu les racontes, les gens se disent, mais le mec est mytho. Moi, j'ai rencontré des Clint Eastwood aux États-Unis, j'ai passé du temps avec des gens incroyables de ce monde, j'ai dîné avec Ronald Reagan. Mais ça pèse rien dans ma vie. Au finish, les gens se disent, ouais, l'autre, il l'a rêvé. Non, je l'ai vécu. Mais ça m'a pas porté, ça m'a pas rendu super heureux. Et puis, j'ai découvert, parce que l'inclusion, j'entendais ce mot avec les gens, ils en parlent, et machin. Et je voyais pas pourquoi, je comprenais pas. Et, et je me suis rendu compte du trésor que j'avais trouvé qui me donnait une rage, une envie. Et je me suis dit, ben voilà, le modèle économique qu'on veut développer, c'est oui, on veut à un moment être rentable parce qu'on veut investir, on devient une entreprise à mission, hein, en France c'est défini avec des règles bien précises, on devient une entreprise à mission qui va être là pour faire bouger les lignes, et attention, hein, c'est égoïste aussi, c'est parce que ça nous fait un bien de dingue, c'est pas juste pour les autres. Mais par contre, quand tu as fait toute une partie de ta vie en prenant autant de plaisir, en ayant autant de trucs, il y a un moment ce désir et cette envie de redonner, on l'a tablé sur 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marques MDS, aujourd'hui, on a 7 formats différents. Je dis pas qu'on n'en aura pas un 8e, mais on a les formats
des années à venir. D'accord? Avec le MDS Legendary, le MDS 120, le MDS Trek, le MDS Andy, les Crazy Loops et le MDS Red. Donc, on a ces formats. On va aller les remplir parce qu'ils sont quasiment tous à la jauge maximum entre 5 et 800 personnes sur les différents événements. Typiquement, on a un trek au Maroc. Là, il y a 400 personnes. On va implanter sur les pays où on a nos équipes parce que on engage des gens sur le pays. S'il y a qu'un seul événement, on a beaucoup de mal à travailler avec eux toute l'année. Donc, on va mettre en Jordanie un trek. On va en mettre un en Cappadoce. Mais notre modèle, ça y est, il est existant. On s'est rendu compte que les gens qui y accédaient étaient très heureux, qu'ils fassent du trek, du running ou de l'ultra running. Donc, notre business model existe. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est trouver quoi? Trouver des gros industriels ou annonceurs qui vont nous aider à surbooster la partie Andy et Crazy Loops parce que tu sais, quand tu achètes pour des centaines de milliers d'euros de fauteuils, t'as beau être industriel, il y a un moment, ton directeur financier dit, t'es gentil, mais faut quand même, tu vas transporter nos véhicules, enfin, l'assistance médicale, la Rosière, ça nous a coûté un peu plus de 100 000 euros de pertes, Courchevel, même combat. Donc, moi, j'ai passé un été où j'ai cramé, je le dis souvent, bah oui, j'ai cramé une voiture de sport. Alors, ça tombe bien, j'en ai eu, j'en veux plus, ça me servait à rien. Mais ça n'empêche que je dis souvent à mes détracteurs, je leur dis, ben, vas-y, prends, toi, ta voiture ou ton appartement au ski, et tu le vends, puis tu mets l'argent, puis t'achètes des fauteuils, on va voir quelle tête tu fais à l'arrivée. Mais une fois de plus, je le fais pas par rapport aux autres, je le fais par rapport à nous-mêmes. Donc, notre vision, c'est un modèle économique qui se met à tourner, qui génère de la rentabilité, et que cette rentabilité sache intimement être réinvestie pour développer l'inclusion. Et en tant qu'industriel, j'y gagne quoi? T'as la question sur le bout des lèvres. Bah, j'y gagne quoi? C'est que la marque qu'on aura créée aura une vraie valeur et j'aurai peut-être un retour sur investissement dans 10 ans. Et puis si je l'ai pas, j'en ai rien à foutre parce qu'à côté de ça, mes entreprises vont bien, donc ça sera la cerise sur le gâteau. Et tu vois, je suis particulièrement impressionné. J'adorerais rencontrer des gens aussi puissants que le PDG de Patagonia, qui a construit une entreprise avec une vision différente. Au tout début de sa carrière, il passait peut-être pour un illuminé ou que c'était ridicule. Aujourd'hui, il force l'admiration de tout le monde. Bah, de la même façon, moi, je veux créer au sein des MDS, on va créer des MDS Club avec échange de matériel parce que je pense que on fait des sacs à dos tellement costauds qu'ils peuvent être prêtés, ils peuvent être réparés. C'est pareil pour le matériel. On a des sacs de couchage de dingue. Pourquoi est-ce qu'on les prêterait pas? Et je te parle de bourse gratuite. Donc, on a toute cette évolution à faire en disant, on peut être des passionnés. L'argent, oui, l'argent existe. Ça sera jamais gratuit de faire un marathon des sables. Mais si demain, je peux te dire, bah attends, tu vas dans un MDS Club, on va te prêter un sac de couchage, on va te prêter un sac à dos, on va te prêter des guêtres, on va te prêter des bâtons, et tout va bien se passer parce que c'est super cool et que tu vas rencontrer des gens différents. Et qu'en plus, les MDS Club auront à disposition des fauteuils pour faire sortir des handis, et ben voilà, on va courir un peu moins connement, on va être un peu plus ouvert sur l'autre, et quand tu vas voir le panard que tu prends, aller faire des activités avec des gens qui ont eu des accidents de vie, voilà. Et ça, voilà. L'objectif, il est là. On a 10 ans pour le réussir. On fera peut-être quelque chose de magique ou pas, j'en sais rien. Ce que je sais surtout, c'est que nous, aujourd'hui, dans la logique marathon des sables, on prend notre pied tous les jours. On sait qu'on est dans un milieu qui bouge, on a plein d'objectifs différents à atteindre, l'éco-responsabilité, le bien-être de nos propres équipes, parce que tu sais que quand tu es dans l'organisation Marathon des Sables, aujourd'hui, on a ouvert à ce que des gens de l'organisation fassent des morceaux d'étapes pour contrôler le bon fonctionnement. Donc, on a parlé tout à l'heure des Orange Squad, qui sont le personnel médical qui redescend, mais on a aussi les Blue Squad. Donc, les gilets bleus sont chez nous tous ceux qui s'occupent des coureurs et de l'organisation. Bah, de la même façon, les gens se mettent à courir. Donc, quand tu es dans l'organisation Marathon des Sables, tu dois, oui, aimer le sport et être sportif parce que c'est en train de se transformer et c'est plus une organisation professionnelle mais assez passive. C'est une organisation beaucoup plus incisive, beaucoup plus active pour transformer les choses. Et puis, dans l'organisation, des Jordaniens en Jordanie, des Marocains au Maroc, des Péruviens au Pérou. Ça paraît ridicule, mais crois-moi, dans les courses à l'international, quand tu arrives sur un ravitaillement, quand on te donne de l'eau, t'as pas de gens du pays. Moi, en Namibie, c'était que des Namibiens. On a pris un pied de dingue parce qu'on s'est rendu compte aussi que dans le pays, les gens n'étaient pas là pour être dans une organisation, ils étaient là pour montrer que leur pays était extraordinaire. Moi, j'ai pris un pied fantastique à faire découvrir ce pays aux coureurs
mais sans avoir à faire un voyage après ou avant, il le découvrait dans la course parce que c'est les gens du pays qui faisaient vivre l'événement. Donc quand tu prends tout ça, bah, je crois qu'en 10 ans, il va falloir qu'on soit super rapide parce que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de plaisir. Et puis, j'espère, beaucoup de connexions. Moi, j'engage souvent des organisateurs d'événements différents. Bah, tu vois, Michel Poletti, par exemple, qui était, il y a très longtemps, contre le marathon des sables, en disant que c'était une course de riches. De mémoire, il le niera parce qu'il l'a oublié, mais il l'aimait pas. Ben, il est venu la faire. Et il l'a pas faite une fois, il l'a faite 2 fois. Il a détesté la chaleur, mais il a adoré la différence par rapport à l'UTMB. Et c'est mieux, c'est différent. Et là, maintenant, il peut juger. Et maintenant, il peut dire, ouais, cette course, elle m'a apporté ça, elle m'a fait du bien. Et j'espère que maintenant qu'il a un peu plus de recul, là, l'UTMB, il s'est lancé pour son 70e anniversaire. Eh ben, j'en profite pour lui dire, Michel, si tu as un peu de temps, viens refaire un marathon des sables, surtout le 40e, parce que le 40e, on met à l'honneur les légendes, tu vois, les légendes du trail. Et j'espère bien qu'on va avoir des gens qui nous ont fait rêver sur ces 20 dernières années, qui vont venir juste pas performer, participer. J'en ai discuté à l'UTMB avec un Dawa Sherpa. Ce mec, moi, il m'a fait rêver avec son approche népalaise, avec son sourire. Ben, là, normalement, il va venir, et il va venir parce qu'il y a plein de gens dans le trail de 30 ans, 40 ans qui savent même pas qui est Dawa Sherpa. Ben, moi, mon rôle, c'est de leur dire, ce mec, il est pas juste un bon coureur, il est extraordinaire. Et moi, voilà, ça, c'est, tu vois, c'est des micro-missions, mais qui me paraissent avoir du sens parce que toi, tu as une connaissance incroyable du trail. Aujourd'hui, tu côtoies des élites qui ont 22, 23 ans, qui courent plus vite que l'éclair, mais qui connaissent rien du passé ou que certains morceaux. Alors, ils peuvent pas passer à côté de Kylian parce que j'ai l'impression que plus il vieillit, plus il a des temps de jeune. Il y a des hérésies comme ça que j'ai un peu de mal à comprendre, mais chouette. C'est super chouette de voir que, tu vois, les Den, les Jornet, les Pomeray arrivent à rivaliser avec des corps de 20 ans de moins que le leur. Waouh! Je dis alors là, les gars, respect. Et là aussi, on a à apprendre. Là aussi, on a à voir que ces gens sont dans une rigueur absolue d'entraînement, de challenge par rapport à leur corps et qu'ils n'arrivent pas en plus à se prendre au sérieux. Je ne dirais pas de tous les gens qui courent vite en ce moment sur le marché, mais je trouve que récupérer tout ça et en faire, et les avoir sur les courses, ils apportent aux coureurs lambda du bonheur, de l'espoir, de l'envie, et c'est ce qui nous manque dans la période très compliquée qu'on traverse, c'est avoir des gens positifs qui donnent envie. Et c'est ce que j'ai ressenti à l'UTMB la semaine dernière, quand tu as une Courtenay qui arrive, je crois elle est 10e, elle est accueillie comme la première, tu vois, avec voilà, et ça fait du bien, tu te sens porté. Quand tu vois les gens arriver, quand tu vois ce soutien, alors on peut dire, ouais, mais il y a trop de monde, il y a machin. Ouais, mais ça fait du bien, tu vois. Alors après, oui, quand t'as à te garer, ça te fait pas de bien de te garer très loin, ça te fait beaucoup marcher. Mais cette ferveur populaire, ces élites qui nous font du bien, et qui sont pas juste derrière un écran, je trouve ça très cool. Donc voilà, moi je voudrais être à la croisée de tout ça, m'amuser et puis essayer de retransmettre un peu tout ce que j'ai appris sur ces dernières années. Parfait, Cyril, merci beaucoup. On a passé 1h40. On aurait pu encore en faire presque 2. Je sais que tu as plein de choses à raconter, mais peut-être que tu reviendras pour annoncer d'autres choses. En tout cas, je voudrais aussi, puisque tu en as parlé et je l'ai eu au téléphone pour préparer cet entretien, parce qu'on se connaît bien depuis longtemps, remercier Cyril Cointre, avec qui tu travailles, qui m'a Ouais. d'ailleurs confirmé hier, je te le dis, qu'a priori Dawa serait là Ah bah, aux t'as légendes de plus vie. d'infos que moi. Tu vois, c'est là où tu vas commencer à être énervant, Fred. Que a priori, ouais, Dawa, allait venir. Cyril Cointre qui est aussi, auteur d'un livre qui s'appelle «Tomber de là-haut», lui qui a vécu une histoire, terrible, personnellement. Et puis, bah, voilà, on pense à lui et puis c'est vrai qu'il a su rebondir parce que c'est aussi, un accident de la vie, qui l'a beaucoup marqué et aujourd'hui, bah, je pense que même pour lui aujourd'hui, quelquefois rien n'est impossible donc je vais retenir ça de cet Ouais. entretien. Si tu as quelque chose à ajouter? Ah oui, alors je suis obligé de parler un tout petit peu de Cyril qui m'apporte énormément parce que
Il fait partie de ces gens qui sont assez monolithiques et qui ont des grandes idées, des grands délires et qui sont magiques parce qu'il est capable de courir pieds nus, de partir vivre en Équateur, de manger que des fruits et des légumes pas cuits. Et par contre, il ouvre des voies complètes. Et quand il est sur le marathon des sables, il note mesquinement tout ce qui lui paraît pas normal et on doit travailler sur ses axes. Et quand il voit un couvert en plastique, t'as l'impression qu'il a vu le diable. Mais c'est incroyable ce que ces gens. Alors, il est extrémiste, mais il est intelligent, donc on arrive à discuter de tout. Donc, il fait évoluer le marathon des sables à sa façon. Il a vécu quelque chose d'incroyable, mais c'est hyper intéressant parce que nous, on l'a inscrit. Il fait même des conférences sur les treks. On fait une conférence tous les deux où il met en évidence le Never Stop Dreaming. Et pour se rendre compte que si tu reprends les rêves, même quand tu as eu des catastrophes, tu peux continuer à vivre. Et c'est un exemple vivant de ce qu'on peut réaliser même après avoir eu un accident. Il est au cœur de notre programme Andy parce que, évidemment, il a un handicap invisible et il arrive avec les autres à être parfaitement en communion très, très rapidement. Donc, il est au cœur de tout ça. Donc, oui, son livre, évidemment, moi, m'a arraché le cœur. Évidemment, quand il m'appelle Picsou, j'aime pas qu'il m'appelle Picsou dans son livre. Mais c'est sa liberté d'auteur. Et franchement, ça arrive à me faire sourire et je suis bien mieux loti que bien d'autres dans son bouquin. Mais moi, j'ai fait partie, une toute petite partie de l'histoire et j'en suis super fier. Et c'est un mec de dingue. Et moi, je finirai juste sur une chose, c'est que je m'excuse auprès des auditeurs d'avoir fait long. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable, mais sur un sujet passionnant, je n'arrive pas à faire sujet, verbe, complément. Et parfois, les gens vont peut-être me trouver complètement hors sol, mais c'est tellement bon justement d'être hors sol. J'ai cherché ça pendant des années et je le répète, j'ai commencé par ça. Quand on a en face de soi la Bible de l'Ultra Trail qui connaît les anciens, les nouveaux, et c'est super important parce que on se sent bien de pouvoir parler d'un monde qui nous passionne. Donc, un grand merci, Fred, d'avoir été patient pendant 1h45. Merci, non, c'était un plaisir partagé. Ça faisait longtemps qu'on parlait de faire cet épisode ensemble. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps juste après l'UTMB 2025 et puis dans un emploi du temps qui est très chargé pour toi les semaines à venir. Donc, merci beaucoup, Cyril. Et puis, j'espère que les gens t'ont entendu et ont entendu les messages que tu as voulu faire passer. Merci. Merci à toi, Fred, et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.